Bonjour. Donc, je suis Gilles Mulakchen, je suis le directeur du pôle international de la préhistoire et je suis ravi de vous accueillir ici aujourd'hui. Donc, mon rôle est d'accueillir, de saluer et de remercier. Donc, je vais remercier. Logique. D'abord, évidemment, vous remercier d'être venus aussi nombreux. Et mon collègue Bruno Caudron, qui est au départ, au milieu, à l'arrivée de cette opération et de cette conférence pédagogique, qui en a eu l'idée, on l'a suivi. Bruno Caudron est professeur des écoles, il est responsable des publics scolaires au sein du pôle international de la préhistoire. Donc, mon collègue Bruno Caudron a attiré mon attention sur le fait que c'était très bien qu'on ait une opération qui puisse mêler, interpeller, interroger et faire travailler ensemble le premier et le deuxième degré. C'est le sens des textes, c'est le sens de ce qui est en train de se passer, et on constate que ça peut marcher puisque vous êtes les uns et les autres représentés, fortement représentés, puisqu'il y a du monde. Quand on lance ce type de conférence, je vous assure, ce n'est pas faire du genre, on n'est pas sûr du tout du répondant et de ce qui va se passer. Voilà. Donc on constate que ça fonctionne. On l'a ouvert aux partenaires, on l'a ouvert au territoire, on l'a ouvert aux élus. Donc je remercie également, alors pour le coup, extrêmement sincèrement, parce que c'est pas si évident que ça de dégager un tout petit peu de temps. Il ne pourra pas rester tout le temps, mais je le remercie, Benjamin Delrieux, qui représente le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset. Donc merci Benjamin de ta présence. Tu es un élu membre du conseil d'administration et qui nous accompagne beaucoup. Je le dis parce que toujours intéressant. Madame Varinois, qui a répondu très favorablement à la demande de Bruno Caudron dans cette affaire de conférence pédagogique. Vous êtes IA et PR d'histoire et vous êtes totalement dans votre rôle, comme nous sommes dans le nôtre, en organisant ça, pôle de la préhistoire, en lien avec les programmes éducation nationale. D'autant plus, et on rejoint la présence d'Ewen Iuel, qui est archéologue au service archéologique départemental, conseil départemental de la Dordogne. C'est un collègue qui nous travaillons régulièrement, qui nous fait l'amitié d'être là. C'est un des spécialistes reconnus, il est docteur en préhistoire, il est chercheur dans le domaine du néolithique et inscrit donc nommément dans les programmes en tant que tel sur ces nouvelles articulations. Et ça nous intéresse beaucoup ici, au pôle, puisque le néolithique, contrairement à une rumeur largement propagée, le néolithique fait partie de la préhistoire. On est totalement dans la préhistoire. Voilà. À tout point de vue. Non, mais voilà, donc c'est aussi l'occasion. On le dit en souriant, on est sur un territoire qui est tellement marqué par le paléolithique, en particulier le paléolithique supérieur. Tendance un peu, parfois à négliger un peu le néolithique. Ça n'est pas notre cas ici, et Bruno développera en dernière partie d'intervention les ateliers pédagogiques, en particulier innovants, qui ont été développés, en particulier dans cette thématique-là, autour d'une sépulture. Voilà. Vous dire qu'on est effectivement ravis de vous accueillir, d'autant plus que ça nous permet d'activer ou de réactiver votre lien avec nos projets pédagogiques, avec vos projets d'école, de classe, de territoire. Vous n'hésitez jamais à nous solliciter, à solliciter Bruno. Il pourra vous accompagner et déclencher avec vous des projets qui peuvent être des projets annuels ou pluriannuels en fonction de vos besoins. En tout cas, nous, c'est notre destinée, plus évidemment d'accueillir pour des ateliers, des temps flash, puisque nous sommes ouverts toute l'année, mais surtout pour ce qui est du lien avec l'école au sens large, d'accompagner des projets. Enfin, moi, je tiens beaucoup à cette notion-là qui est notre destinée dans le cadre du service public, dans le cadre de l'ensemble des partenariats publics. Et tant que ça existe, profitons-en. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi et je laisse la parole à Bruno pour détailler ou à Madame Varinois pour lancer la conférence pédagogique. Voilà. Bonjour les uns et les autres. D'abord, merci d'être là. Surtout, merci les professeurs des collèges. Parce que le mercredi, ils n'ont même pas d'ordre de mission, ils n'ont rien. Et ils sont là quand même. Alors bravo. Surtout que c'est vraiment des gens bien là qui sont là.
Donc, grand merci. Bon, on a eu très peur quand on a lancé ça au mois de mai. Au mois de mai, on a eu très peur, ça, faut dire. Mais bon, heureusement, la rentrée nous rend frais, nous donne des envies. Qui se fatigue au cours de l'année scolaire, ce qui est normal. Bon, alors, comme vous l'a dit Monsieur le Directeur, ce qui est intéressant, c'est pas de faire 1 heure sur le néolithique, parce que sur le programme, ça fait, disons, 2 heures maxi. Ce serait bien de lancer des projets interdisciplinaires sur... Alors, je sais, il n'y en a pas en 6e, d'accord. Bon, il n'y en a jamais quand il faut, c'est une habitude. Mais je sais que vous savez détourner les règlements et la loi, donc allons-y, détournons. Hein. Bon, c'est l'avantage des vieilles hyper, c'est qu'ils peuvent dire des choses. Bon. Laissons l'imagination fonctionner. Et si on peut se travailler avec un professeur de dessin, un professeur d'art plastique, de SVT, on a plein de choses interdisciplinaires à faire autour de ce thème. C'est pour ça que c'est un beau thème. Bon, voilà. C'est une nouvelle question qui est au programme. Moi, j'ai une question que j'adore. Je ne sais pas, vous avez dû remarquer. Bon, donc j'en dis pas plus. Même si j'ai un petit faible pour la proto-histoire. Mais ça, c'est pas le lieu. Donc, voilà. Et donc, je voulais vraiment tous vous remercier. Les professeurs des écoles, particulièrement, eux aussi. Mais je sais que ça fait très longtemps qu'ils travaillent sur la préhistoire. Et que des fois, même, leur problème, c'est de limiter la préhistoire dans le temps et dans l'année. Parce que les gamins, on ferait beaucoup. C'est plutôt ça. Nous, on est limité de fait, hein, bon, voilà, en collège. Mais et dans ce cycle 3, je trouve qu'on pourrait s'en servir presque pour essayer de temps en temps entre 1 ou 2 écoles et un collège de faire monter des choses ou qui se poursuivent. Ça serait tout à fait dans l'esprit du cycle, même si on a un peu de mal de temps en temps à le mettre complètement en route. Mais ça viendra, il faut du temps. Donc je vous souhaite à tous une bonne conférence et encore tous mes remerciements d'être là. Et je passe ma... Oui, je vais être très court, simplement pour vous indiquer le déroulé de l'après-midi. Donc, on avait un cadrage institutionnel officiel et je suis vraiment heureux que Mme Varinois soit parmi nous. Parce qu'on a construit cet après-midi avec elle. Bon, on ne le répétera pas. On ne le répétera pas. Et donc, on est en capacité, effectivement, de réunir des collègues du premier et du second degré. Ça, c'est tendance, mais ça nous fait plaisir. La préhistoire est une belle passerelle. Bon, Iwen, je vais lui laisser la parole tout de suite. C'est l'apport de contenu scientifique. On nous a dit que vous étiez des historiens, mais pas toujours des préhistoriens. Donc, c'est important que vous puissiez avoir quelqu'un qui est dans l'actualité, dans la veille scientifique, et qui va vous relater un certain nombre d'événements, et peut-être d'événements récents, et peut-être des scoops dû à ces fouilles de cet été. Voilà, et puis j'interviendrai ensuite pour vous présenter les ateliers pédagogiques qu'on a conçus avec mes collègues Denis et Florie. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Je vous souhaite une bonne après-midi. Ouais, merci. Bonjour. Voilà, donc Ewen Huel. Donc moi j'ai fait une thèse sur la circulation des grandes lames à la fin du néolithique. Et là je vais essayer de vous aborder de façon un petit peu plus générale l'ensemble de la période pour vous ouvrir l'esprit. En fait, je vais vous présenter des aspects assez différents des sociétés néolithiques. À la fois d'un point de vue chronologique, mais aussi d'un point de vue sociétal. Je vais vous montrer des sociétés vraiment très différentes. En restant dans le cadre franco-français quand même. Donc on va commencer par la spécificité du néolithique. Je vous propose après de vous pencher assez rapidement sur le lieu de son invention au Proche-Orient, les mécanismes en fait, qui font le passage des sociétés de chasseurs-cueilleurs à des sociétés d'agro-pasteurs, sa diffusion en Europe assez rapidement, pour plutôt nous appesantir sur la diversité des sociétés néolithiques. Et en fait, les grandes innovations techniques, je vais essayer de l'introduire plutôt, finalement j'ai changé un peu d'avis, je vais essayer de vous l'introduire au fur et à mesure que je vous détaille mon exposé. Voilà, donc allez, c'est parti. Donc quelques références pour commencer, puisque vous êtes des littéraires certainement. Donc on a la chance d'avoir de façon contemporaine des grands préhistoriens néolithiciens de nos jours, donc notamment Jean Guilaine, qui a fait toute une série de conférences au Collège de France,
que vous devez sans doute connaître. Pierre et Anne-Marie Pétrequin, qui ont beaucoup utilisé l'ethno-archéo, en fait, pour essayer de comprendre, d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension des sociétés néolithiques. Je vous ai mis aussi donc Jean Guilaine et Jacques Zamit, Les Sentiers de la guerre, qui vous illustrent un petit peu la montée de la violence dans les sociétés préhistoriques. C'est quand même assez intéressant parce que ça remet en cause une image traditionnelle assez pacifiste qu'on avait en fait de ces sociétés-là, une imagerie assez idéalisée. Et puis voilà, Jean-Paul Demoule, qui est l'ancien tenant de la chaire de préhistoire de Paris 1, et qui fait toujours des très bonnes publications et qui tient un blog aussi que vous pouvez consulter, qui est assez intéressant. Des petites idées de sortie scolaire, voilà. Le pôle international de la préhistoire, bien entendu, et le musée qui est juste à côté, hein, le MNP. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, il y a des musées qui sont spécifiquement dédiés quand même au néolithique, celui de Bougon dans les Deux-Sèvres, celui du Grand Pressigny, le musée de l'Antiquité nationale à Saint-Germain-en-Laye, bien sûr, qui est le musée de référence pour la préhistoire, le musée de Carnac, parce que vous verrez que j'avais abordé assez largement le phénomène du mégalithisme, et que je vous conseille aussi, même pendant les vacances scolaires, hein, bien entendu. Et puis, si vous voulez encore aller plus loin, il y a un musée que j'affectionne particulièrement, qui est le Lathénium, à Neuchâtel, en Suisse, et qui est plutôt dédié à la proto-histoire, mais qui fait une belle place au néolithique. Donc l'origine de la notion de néolithique, bon, elle est forcément liée à notre compréhension des origines de l'humanité. Et on peut dire que pour nous, le premier développement va avoir lieu pendant le Quattrocento, en fait, à la Renaissance italienne, où des gens comme Raphaël, par exemple, sont chargés par le pape d'organiser les premières fouilles archéologiques. Et donc là, on va avoir des origines bibliques, une antiquité romaine, et puis l'homme actuel. C'est le grand découpage en fait, des origines de l'humanité à l'époque. Au XVIIe siècle, le travail s'enrichit des connaissances apportées par des antiquaires de renom, comme Bernard de Montfaucon, par exemple, qui vont découvrir les antiquités celtiques, qui sont en fait les antiquités gauloises aussi, qu'on appelle à cette époque-là, et qui en fait qui correspondent pas vraiment à l'idée qu'on se fait aujourd'hui de la période gauloise, mais qui est plutôt une sorte de fourre-tout entre la préhistoire et justement la période romaine. Donc qui englobe le néolithique, l'âge du bronze, l'âge du fer. Enfin, c'est un petit peu Astérix en fait, Astérix et Obélix. Donc il faut attendre en fait le travail de Christian Jurgensen Thomsen. Donc vous voyez dès 1836 qui propose une classification de 3 âges de la pierre, l'âge du bronze et l'âge du fer. Donc le néolithique se situant à la fin de l'âge de la pierre. On a le travail de Boucher-de-Perthes qui est vraiment important parce qu'il nous donne une profondeur chronologique très importante. Il remet en cause totalement justement cette notion d'origine biblique, hein, et ça c'est vraiment très important pour nous. C'est vraiment le démarrage de l'archéologie comme une science moderne telle qu'on la pratique encore de nos jours. Donc ça c'est vraiment un jalon important dans l'histoire de nos connaissances sur le néolithique, malgré tout, hein, quand même si on en est des prémices. Et donc il faut attendre en fait le travail de Lubbock. Vous voyez, hein, c'est juste, c'est 6 ans après que les travaux de Boucher-de-Perthes soient vraiment reconnus, hein, reconnus par les Anglais d'ailleurs à l'époque, il faut le savoir. Et donc Lubbock, qui est un Anglais, distingue donc le paléolithique, le vieil âge de la pierre, du nouvel âge de la pierre, qu'on appelle des fois aussi l'âge de la pierre polie, parce que cette distinction est faite en grande partie par un nouvel artefact qui apparaît à ce moment-là, c'est la hache polie. Donc il y a différentes façons en fait, hein, de découper la préhistoire, auquel on rattache le néolithique, qui est la dernière période de la préhistoire. On peut le découper notamment sur la faune. Hein. La faune, c'est ce qu'a fait Gabriel de Mortillet, hein, pour distinguer des sociétés aurignaciennes, des sociétés plus récentes, avec par exemple société de l'âge de l'ours, l'âge du renne. Il ne l'a pas proposé, mais il aurait pu proposer l'âge du cerf pour le néolithique. Hein.
parce qu'on a un changement majeur au niveau de la faune entre le néolithique et le paléolithique. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Il y a d'autres façons de faire. On peut aussi distinguer les sociétés qui connaissent l'écriture, qui la connaissent, ou dont on a une connaissance indirecte par l'écriture. C'est la proto-histoire, c'est la définition primaire de la proto-histoire, ou de celle dont on n'a aucune trace. Donc la préhistoire. Donc ça, c'est la façon, la première distinction en fait du concept de préhistoire et d'histoire. Au XXe siècle, on a un petit peu détourné cette notion, notamment avec justement les sociétés, enfin l'essor de la sociologie, puis de l'ethnologie. Et là, on a essayé de distinguer des sociétés de chasseurs-cueilleurs des sociétés d'agro-pasteurs. Et du coup, on a mis dans le paquet proto-histoire, il y a eu un glissement sémantique. Et en fait, la proto-histoire désigne pour une partie des scientifiques aujourd'hui les sociétés agro-pastorales. Ce n'est pas partagé par tout le monde. J'avoue que moi, je ne me situe pas vraiment dans ce camp-là. Mais bon, moi, je suis lithicien. Pour moi, il y a une plus grande filiation entre le paléolithique et le néolithique. Mais bon, c'est mon point de vue de lithicien qui induit cette position. Donc, vous voyez, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, je vous ai mis aussi donc, des petits portraits. Là, vous voyez, il y a notamment celui de Gordon Childe, on en reparlera tout à l'heure, qui est un préhistorien australien qui a eu un impact assez important sur la discipline. C'est lui qui a instauré, enfin qui a découvert le concept de révolution néolithique, qui a baigné en fait toute la recherche sur le néolithique pendant la moitié du XXe siècle, sur lequel on est pas mal revenu de nos jours. Donc le néolithique, une période entre donc la préhistoire et l'histoire, et qui se situe juste après un changement climatique majeur, juste après, pas tout à fait juste après, mais un petit peu après. Et ce changement climatique donc, va modifier profondément la faune et la flore, vous le savez, mais aussi les modes de vie et les modes de pensée des populations. Donc voici une représentation en fait, des températures enregistrées au Groenland, dans les séquences de neige. Et vous voyez donc le départ du néolithique. On se situe juste après cette grande rupture là, qui se situe vers 10 000 et qui sépare l'Holocène du Pléistocène. Donc, on peut se poser la question si les conditions climatiques sont déterminantes en fait, pour expliquer ce grand changement de mode de vie. À la fin du Pléistocène, vous le savez, dans la région, les hommes qui vivent en Europe sont des populations nomades qui vivent dans un environnement aride, froid, et leur mode de vie est en partie déterminé par la transhumance des animaux qui assurent leur survie par une prédation, par la chasse. Et donc, ils ont un mode de vie assez proche de ce qu'on connaît, notamment des Indiens d'Amérique du Nord au moment de la colonisation américaine. Donc, une population qui bouge, mobile. Et puis, le climat change, comme je vous le disais. Et puis, au début de l'Holocène, les hommes sont prisonniers du changement climatique, ils restent là, et leur environnement change complètement. La forêt se développe, elle se développe à tel point qu'elle finit par couvrir la totalité du territoire, et les modes de vie sont obligés de s'adapter à ce grand changement. Donc on va avoir une transformation totale de la mobilité et de la façon d'appréhender le territoire et de chasser aussi. Donc la faune va changer et les stratégies de chasse vont changer. Donc c'est cette période de transition qu'on appelle le mésolithique, qui comme son nom l'indique, c'est une période de transition entre le néolithique et le paléolithique. Donc voilà une illustration du paysage tel qu'on pouvait l'avoir dans la région au paléolithique, et puis au mésolithique et au néolithique, les premières populations d'agro-pasteurs sont confrontées à cette forêt qui domine totalement le paysage. Une forêt qui est tout d'abord en fait composée essentiellement de noisetiers et de chênes, et puis après le chêne va devenir prépondérant, puis on va avoir de nouvelles espèces qui vont s'étoffer comme le hêtre, le tilleul, et puis bon, un cortège assez développé. Alors là, qu'est-ce qui fait la spécificité du néolithique par rapport aux autres périodes de la préhistoire? Alors ça va être la réunion de trois comportements.
Et je dis bien la Réunion, parce qu'en fait, finalement, si on n'en a que 2, on ne se situe pas forcément dans un environnement caractéristique du néolithique. La sédentarité. On sait qu'il y a des populations paléolithiques qui sont sédentaires et qui n'ont jamais pratiqué l'agriculture. On a l'agriculture et l'élevage. En fait, ces 3 comportements viennent en complément, c'est une sorte de deuxième étage de la fusée, de comportements qui existaient précédemment et qui vont continuer à coexister. La chasse va continuer à rester un apport important au niveau de l'apport carné. La cueillette aussi va constituer un apport important. Et puis, les populations vont toujours rester un petit peu mobiles. Ça va dépendre des cas, et ça va être quelque chose d'intéressant parce que ça va être vraiment une signature culturelle, cette mobilité. Donc vous voyez, on va développer ça au travers de nos exemples. Donc voici voilà, un petit peu une image d'Épinal pour vous de qu'est-ce que le néolithique. Donc là, je vous ai mis une restitution d'Ötzi au centre. Hein, vous savez, l'homme des glaces qui a été trouvé à la frontière italo-autrichienne. Donc avec un équipement complet. Ça, c'est une vraie révolution dans notre appréhension du mode de vie et de l'équipement de cette période-là. Hein, vous voyez qu'il est totalement habillé, il a vous voyez, des espèces de peaux en écorce de bouleau, il a un arc, il a un carquois avec des flèches, il a une hache en cuivre, alors qu'à l'époque on pensait que cette hache elle a été datée 1000 ans plus tard. Hein, donc c'est quand même vachement intéressant. Ça a été vraiment une découverte sensationnelle. C'est, je pense, la plus grande découverte pour le néolithique au XXe siècle. Donc on a voilà, les changements au niveau de l'alimentation, hein, donc la naissance de l'agriculture, des espèces domestiquées, l'invention de la roue au cours du néolithique en Europe, c'est quand même assez intéressant. L'invention phare aussi, c'est la céramique, qui n'existait pas avant, des possibilités de stockage accrues. Et puis l'outil emblématique, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la hache. La hache ou la herminette, suivant comment on positionne le tranchant. Ici, les transversales, ici, les verticales. Et cet outil, ça va vraiment être l'outil à tout faire. C'est l'outil qui va permettre, dans notre grande forêt qui domine le paysage, d'ouvrir des clairières pour pouvoir planter. Hein, alors, n'imaginez pas des grands champs, des open fields comme aujourd'hui. Hein. C'est vraiment des petits espaces restreints autour de l'habitat qui sont déforestés. Alors, on abat les arbres et puis on met le feu. On met le feu pourquoi ? Bon, déjà pour créer de l'espace et aussi pour amender les sols. On n'a aucun moyen d'amender les sols à cette époque. Et ça va être un facteur assez important. Parce que du coup, pas de moyen d'amender les sols, ça veut dire que les sols s'épuisent rapidement. D'où la certaine persistance de la mobilité dont je vous parlais, qui va être gérée plus ou moins différemment suivant les sociétés. Cet outil, il va aussi donc ouvrir des espaces en fait, pour le bétail, hein, pour faire praire les vaches, les cochons, les moutons. Et puis, il va aussi permettre la construction, notamment des maisons. L'architecture de bois se développe énormément et elle va permettre de construire aussi toute une gamme variée d'outillages, notamment, vous voyez par exemple son arc en if, ses hampes de pointe de flèche, tout ça c'est fait grâce à la hache polie. Donc on va revenir sur nos 3 notions là. Donc la sédentarisation. Alors la sédentarisation, je vous ai dit finalement à la fin du Paléolithique supérieur, on a ici on a des espaces où des populations vivent assez longtemps au même endroit. On a des sites comme Logerie-Haute où on a visiblement une perduration de la vie. Voilà. Et ben, au Proche-Orient, puisque là on se déplace au Proche-Orient, c'est à peu près la même chose. Les dernières sociétés d'agro-pasteurs finissent par se sédentariser. Pourquoi ? Parce qu'elles sont dans un environnement tout à fait favorable. À l'époque, on appelle ça donc le croissant fertile, et c'est pas pour rien. C'est parce que y a une végétation qui est
qui est assez luxuriante en fait, et qui permet d'avoir des ressources à l'année à proximité de l'habitat. Donc les populations sont plus obligées d'être mobiles, et donc du coup elles finissent par se sédentariser, ce qui va avoir un impact vraiment important pour nous. Donc ici vous voyez des premières agglomérations néolithiques avec différents types d'architecture au sein du même village. Vous voyez de la construction ronde et puis de la construction carrée. Dans certains villages, on va avoir que des villages avec des maisons rondes, dans d'autres, que des villages avec des maisons carrées. C'est des choix purement culturels. Dans cette maison-là, on a trouvé au centre une personne en fait, qui était les bras en croix, écartés, et qui avait été décapitée. Donc il y a déjà dans ces sociétés des fonctionnements complexes qui ne sont pas anodins. C'est-à-dire que le statut, par exemple, de cette maison par rapport aux autres, il n'est pas identique. On aura l'occasion de revenir un petit peu sur ces comportements. Une autre vision d'un autre village, Châtellerault, un des villages les plus connus du PPNA. Vous voyez là, qui est caractérisé par quelque chose d'assez rigolo, c'est qu'il n'y a pas de porte aux maisons, la circulation se fait par les toits. C'est assez rigolo. Je passe vite parce que c'est un peu hors de notre propos. Tout ça pour vous montrer que voilà, quand on aborde maintenant l'agriculture, l'élevage des plantes, on se rend compte que nos sociétés de chasseurs-cueilleurs, elles cueillaient déjà des céréales, des légumineuses et des fruits. Vous voyez, jusqu'ici, ça c'est la frontière que les archéologues néolithiciens tracent entre deux types de sociétés différentes. Ils le font sur la base en fait, de détermination des graines, ce qu'on appelle la carpologie notamment. Et pas d'autres, pas que ça, on va y revenir plus tard. Mais vous voyez que déjà, dans ces premières sociétés, on a déjà pris l'habitude de cueillir des céréales notamment. Et on va voir que par ce processus de sédentarité, on finit par transformer en fait, des céréales sauvages en céréales domestiques. Donc vous voyez que finalement, dans nos premières occupations du néolithique, ce qu'on appelle le PPNA, on n'a pas forcément d'évidence de céréales domestiques. Donc comment ça se passe? C'est quoi le mécanisme en fait, pour aboutir à des espèces végétales domestiquées? En fait, par le biais de la sédentarité, on va avoir donc des nouveaux espaces qui vont s'ouvrir autour des maisons, qui vont être des espaces contrôlés avec une nouvelle temporalité, une nouvelle façon de gérer et de rester à l'année, de gérer l'environnement. On va avoir un contrôle de la germination des plantes, notamment avec le contrôle des semailles, le contrôle de la sélection en fait, récurrente d'espèces soit précoces, soit tardives, c'est-à-dire qu'on va récolter toujours certaines plantes à certains moments, donc on va avoir toujours des plantes à un certain état de germination, et puis on va toujours sélectionner par exemple les individus les plus gros. Et donc on va finir par aboutir, pardonnez-moi, à une modification génétique définitive des espèces. Et donc, par rapport au tableau précédent, vous voyez que certaines espèces, on va avoir de l'orge sauvage et de l'orge modifiée en fait, génétiquement au bout d'un moment, et qui va finir par avoir soit deux rangs de grains, soit 6 rangs de grains. Et ça, en fait, c'est par la sélection, simplement la sélection continuelle pendant plusieurs millénaires des mêmes graines, toujours de la même façon, on finit par créer 2 populations totalement différentes. Et donc c'est grâce à ça qu'on arrive à distinguer en fait un mode de vie agraire. Donc je vous ai parlé de l'ouverture des champs, et puis une autre caractéristique du néolithique, et qui est rendue possible aussi par la sédentarité, c'est l'augmentation des capacités de stockage. Sans capacité de stockage, ça ne sert à rien de se casser la gnognotte à faire des champs et à récolter les graines. Et donc, du coup, au début, on va avoir des populations... Je ne gère pas très bien ça, excusez-moi, le micro. On va avoir des populations qui vont... qui vont se donner beaucoup de mal pour le stockage. Ils vont prendre des récipients en pierre qui vont évider, qui vont creuser. On va avoir un travail
colossal en fait. Et puis rapidement, ils vont se rendre compte qu'il y a d'autres solutions techniques quand même qui sont plus intéressantes, et ils vont inventer la poterie. D'abord à partir de plâtre cuit. En fait, ils vont se rendre compte que tout simplement en faisant des foyers, que l'argile cuit autour des foyers. Et puis ils vont comprendre qu'avec des systèmes rudimentaires, notamment de colombin, on peut monter des pots et qui seront parfaits pour le stockage des graines. Et notamment mettre à l'abri les graines des prédateurs, notamment les commensaux qui vont se développer tout autour des habitations. Voilà. Donc on en vient aux animaux, la domestication des animaux. Alors c'est pareil, c'est comme l'agriculture, c'est un processus qui est enclenché bien en amont du néolithique. Vous savez qu'au paléolithique, les chercheurs actuellement sont en train d'essayer de travailler pour mettre en évidence la domestication en fait, du loup qui va donner le chien au néolithique. Donc on a déjà, au paléolithique, on a déjà compris déjà pas mal de choses. On a même essayé de travailler sur une éventuelle domestication du renne pour le paléolithique. On sait qu'il peut y avoir un certain contrôle en fait, des troupeaux, mais on n'a jamais réussi à mettre en évidence une réelle domestication du renne. Alors, on va avoir donc 4 espèces principales qui vont être domestiquées, qui vont vraiment fonder le mode de vie néolithique, notamment en Europe, parce que je vous parlais essentiellement de l'Europe. Ça va être le mouton et la chèvre, qui seront introduits en Europe parce qu'ils n'existaient pas au préalable en Europe, et le bœuf et le porc. Le cheval, lui, bien qu'existant en Europe, ne sera domestiqué, il n'est attesté de façon domestiquée qu'à l'âge du bronze. Notamment, vous savez, avec le développement des chariots. Mais bon, c'est une autre histoire. Alors, comment faire la différence entre les animaux sauvages et les animaux domestiques ? Vous pourrez poser la question à Denis Loirac, qui en connaît beaucoup plus que moi sur la question, au PIP, qui est assis là, au premier rang. Et donc je vais vous donner juste quelques clés, mais voilà. Ça, je crois qu'en plus, ça fait l'objet d'un des ateliers du PIP, il me semble. Donc, possibilité de travailler là-dessus, sur ces questions-là, avec vos élèves. C'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, la première modification qu'on va obtenir, ça va être une modification du comportement, souvent par la recherche des individus les plus dociles, tout simplement. Quand vous avez un mâle auroch extrêmement féroce, vous allez peut-être prendre le petit chétif à côté, mais qui veut bien se laisser faire. Donc première sélection, on va sélectionner toujours les individus qui répondent le mieux à nos attentes. Et on va avoir un contrôle des reproducteurs. On va parquer les reproducteurs qui correspondent donc au schéma. Et puis, du coup, on va avoir une descendance qui va reprendre en fait les caractéristiques psychologiques du géniteur. Et puis, on va avoir des modifications anatomiques. Comment les mettre en évidence, c'est pas forcément évident, mais au niveau du pelage notamment. C'est notamment vrai pour le mouton. Donc il faut imaginer que les premiers moutons n'avaient pas une toison abondante comme on la connaît aujourd'hui, mais ça c'est bien le résultat de la sélection faite par l'homme. Donc ça, vous voyez que ça peut produire des effets quand même remarquables. La taille, on observe souvent une diminution de la taille des sujets. Justement en prenant peut-être les plus dociles, peut-être que des fois ils sont un peu sous-alimentés, ils sont alimentés régulièrement par l'homme mais peut-être un peu sous-alimentés, ce qui explique peut-être une perte de taille aussi, et puis des altérations spécifiques, et c'est ça qui va permettre vraiment de les déterminer. En tout cas, c'est ce qui est les caractères les plus forts. Ça va être des altérations dues à la stabulation par exemple, ou le joug. La traction. Quand on va commencer à utiliser les animaux pour labourer ou pour tirer des chariots ou tirer des travois, comme on va le voir tout à l'heure, ça va laisser des marques sur le squelette des animaux. Et à ce moment-là, quand on reconnaît ces marques, on est sûr qu'on est face à un animal qui a été domestiqué. Le castrage, ça peut aussi altérer la taille de certains sujets mâles. Et on va avoir aussi une recherche de l'augmentation de la capacité à produire du lait,
qui est aussi une caractéristique du néolithique européen notamment. Parce que vous savez que le néolithique, par exemple, asiatique, lui, n'a pas du tout recherché cette capacité à produire du lait. Ils ne mangent pas de yaourt, ils ne font pas de fromage. On est vraiment sur là quelque chose qui est purement culturel. C'est vraiment du choix culturel. Donc vous voyez, au néolithique, on peut avoir des sociétés déjà complètement différentes sur des options simples. Ça peut aboutir à des résultats assez différents. Alors, quelles sont les raisons qui peuvent expliquer finalement le choix de ces sociétés à rentrer dans ce système? Parce que finalement, c'est quand même... avant, on vivait bien, on vivait de la prédation. Certains ont évalué que c'était l'âge d'or de l'humanité, parce qu'il n'y avait finalement pas besoin de travailler beaucoup. Quelques heures de chasse par semaine suffisaient à nourrir sa famille. La cueillette, c'était pas mal. Alors, il y a des archéologues, comme je vous parlais tout à l'heure de Gordon Childe, qui ont proposé que ce soit une adaptation au changement climatique. Notamment dans le croissant fertile, on n'est pas dans la même situation qu'en Europe. C'est-à-dire qu'on est sur un milieu quand même très fragile, très versatile, et les populations qui ont pu être bloquées en limite de steppe, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être la bordure d'oasis, en fait, ont pu être amenées à adopter ces stratégies néolithiques parce qu'elles n'ont pas eu le choix. Et du coup, elles auraient eu un certain succès, enfin après on va le voir, et qui aurait pu pousser les autres à adopter la même stratégie. Ça peut être la réponse à un stress démographique, par exemple. Une surpopulation, à un moment donné, va amener la population à essayer de diversifier ses stratégies en fait, d'acquisition de végétaux ou de matières carnées. Et on peut aussi y voir une évolution anatomique culturelle, c'est-à-dire essayer d'adapter au mieux en fait, nos performances cognitives. Ça, c'est des théories postmodernistes. Bon, voilà. Je ne suis pas très à l'aise avec elles. D'un point de vue spirituel, d'autres chercheurs comme Jacques Cauvin ont proposé qu'on pouvait aussi avoir à la base, en fait, une révolution cultuelle, en fait, plus que culturelle, même cultuelle à la base. Et qu'on ait, en fait, l'essor de nouvelles divinités, notamment les divinités de la fertilité, qui pourraient avoir expliqué un rôle moteur, au départ, d'entraînement à l'intérieur de cette nouvelle stratégie, ce nouveau mode de vie. On peut aussi imaginer des changements sociétaux, notamment un développement de la compétition sociale, c'est-à-dire passer de sociétés à faible compétition sociale avec des groupes peut-être plus grands et dans lesquels, d'un seul coup, la compétition sociale s'affirme. On peut penser notamment que certaines pratiques, comme vous savez, l'élaboration de la bière, par exemple, la bière de mil ou de la bière faite à partir de céréales, peut avoir joué ce rôle d'entraînement du mécanisme au départ du néolithique. C'est-à-dire des pratiques sociales où on va inviter toute la communauté à venir, par exemple, cueillir des céréales pour pouvoir fabriquer la bière. Et en fait, la personne qui est en capacité d'inviter, de nourrir toute cette bande de gens pour fabriquer cette bière, va pouvoir montrer comme ça, en fait, sa capacité à redistribuer et à s'assurer une place privilégiée dans la société. Et donc, ça peut être ce genre de mécanismes sociaux aussi qui peuvent être à l'origine du basculement vers un mode de vie agropastoral. Et puis, je vous ai mis en petit encart tout en bas aussi, révolution néolithique versus processus de néolithisation. C'est là où je vous disais que voilà, maintenant, les théories de Gordon Childe ou même de Jacques Cauvin, en fait, elles sont un peu désuètes pour nous parce qu'eux, ils voyaient en fait, un basculement très rapide en fait, des sociétés agropastorales, enfin des sociétés de chasseurs-cueilleurs vers ce nouveau mode de vie. Aujourd'hui, on se rend compte quand même d'un phénomène qui prend beaucoup de temps, qui prend plusieurs millénaires et qui se développe aussi, et qui connaît des développements géographiques importants. Et donc maintenant, on parle plutôt de processus de néolithisation plutôt que révolution, pour mettre l'accent sur la durée en fait, de ce phénomène qui n'est pas un basculement soudain du tout. Donc voilà, les origines du néolithique. Donc, en fait, on a plusieurs foyers. Ça, c'est quand même les acquis de ces 10-15 dernières années.
c'est de vous montrer que nous, on sait que depuis très longtemps qu'on dépend de ce foyer-là, le foyer du croissant fertile, hein, au Proche-Orient, mais on s'est rendu compte qu'il y a d'autres foyers de néolithisation, notamment en Asie, avec le développement de la culture du riz. Vous voyez qu'en Afrique, on a quand même une espèce de néolithisation. Peut-être qu'elle dépend en partie de la colonisation du Nil, mais on a un néolithique qui est presque indépendant, en fait, hein, en Afrique centrale, et puis surtout en Amérique. Vous voyez qu'on a plusieurs aussi départs de néolithisation, en fait plusieurs départs de domestication. Vous voyez deux plantes différentes. En fonction des milieux, on a des stratégies différentes. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ça casse un peu le côté monolithique qu'on avait avant du néolithique. Et puis, notre néolithique, ben voilà, en fait, on va avoir deux grands courants qui vont être responsables de la néolithisation de l'Europe. Et vous voyez qu'ils vont se partager l'Europe entre le nord et le sud. Donc, un courant nord qui va commencer en fait assez tardivement. Hein, vous voyez qu'il va se passer en fait presque 1500 ans pour passer des bords du Levant pour arriver jusqu'au détroit du Bosphore. Il va se passer pas mal de temps. Les populations ne vont pas du tout adopter rapidement ce mode de vie. Par contre, une fois qu'elles vont l'avoir adopté, il va y avoir une petite période de gestation encore au niveau du delta du Danube. Et puis très rapidement, par contre, en 2000 ans, ce qu'on appelle le courant danubien, porteur de la céramique rubanée, eh bien, va se développer très rapidement. Et je vais vous en montrer tout à l'heure un exemplaire, en fait la fin de ce mouvement dans le bassin parisien et en Alsace. Il y a un deuxième courant dont je vais très peu parler, mais qui est intéressant, qu'on appelle le cardial. Et lui qui se développe par une voie totalement maritime. Vous voyez qu'il part en fait du Levant, il colonise Chypre, la Crète, la Grèce, et puis il va toucher le sud de la botte italienne vers 6500. Et nous, on va le recevoir dans le sud de la France vers 5006, dans le golfe du Lion. Et après, en fait, il va pas remonter comme ça en ligne droite vers la Loire. C'est pas moi qui ai fait la figure. Il va y avoir une période d'incertitude. Il va plutôt aller. Les populations vont continuer à coloniser en fait le sud de l'Espagne et il va faire le tour en fait pour revenir sur la frange atlantique beaucoup plus tard. Donc ces deux cultures vont se rencontrer ici à peu près vers la fin du 5e millénaire, enfin la fin du 6e millénaire, début du 5e millénaire au niveau de la Loire. Et on peut dire que voilà, vers 4007 à peu près, l'ensemble du territoire européen est conquis par les hommes du néolithique, à l'exception des irréductibles bretons en Grande-Bretagne. Voilà. Alors, voilà, tac. Alors, pourquoi cet incroyable succès en Europe ? Qu'est-ce qui fait la supériorité vraiment de ce modèle par rapport aux autres ? Des ressources moins aléatoires, c'est-à-dire qu'on va pouvoir quand même contrôler au moins une partie de nos ressources. Je vous ai expliqué que ces sociétés-là continuaient à chasser, elles continuent à faire de la cueillette, mais au moins il y a une partie des ressources qui ne seront pas aléatoires et qu'elles vont apprendre en fait à faire fructifier au cours du temps. Donc pour les autres populations qui sont à côté, ils vont se rendre compte que finalement c'est peut-être un avantage quand même. Peut-être pas d'adopter l'ensemble des pratiques, mais au moins une partie des pratiques. Et comme ça, par capillarité, ça risque de se répandre. C'est des populations aussi qui ont du coup une démographie plus importante que les autres. Parce que comme elles assurent une alimentation un peu meilleure, notamment aux enfants, elles vont avoir une baisse de la mortalité infantile qui est très importante dans ces sociétés. Hein, ça peut être 50%. Donc vous imaginez qu'une baisse, ne serait-ce que de quelques dizaines de pourcents, ça fait une supériorité démographique très importante. Du coup, je vous parlais tout à l'heure des terres qui s'épuisent rapidement. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que les groupes vont se scinder régulièrement. En tout cas, c'est les hypothèses que formulent les archéologues en ce moment. C'est que les groupes vont se scinder et du coup, ils vont essaimer plus rapidement que les autres sociétés mésolithiques.
Et c'est des sociétés qui pratiquent l'exogamie, donc ce qui favorise aussi une conquête plus rapide, entre guillemets. Donc je vous disais, voilà, des techniques agraires qui sont rudimentaires, donc qui sont des limites techniques importantes, mais finalement qui expliquent voilà, un besoin de nouveaux territoires constants. Donc un nouveau territoire qui va toujours s'effectuer dans le même sens, on va le voir avec la population danubienne, c'est assez étonnant. Donc pour vous présenter la diversité des sociétés que nous on connaît en France, là je reviens sur le cadre français maintenant, je vais vous proposer 4 exemples. Donc, la tradition danubienne, dans le nord de la France, notamment la vallée de la Seine. Le néolithique moyen, qui est la période suivante. Et je vais vous proposer surtout des exemples qui viennent de l'ouest de la France. Vous aurez compris que je suis breton et voilà. J'affectionne particulièrement ces exemples. Le néolithique récent et final du centre-ouest. Voilà, je vais essayer de prendre des exemples de la région ici pour quasiment la toute fin de la période. Et puis enfin, le campaniforme, vers 2005-2200, qui clôture en fait la période juste avant le passage à l'âge du bronze. Donc allez, on est parti. Donc voilà, en images, voilà nos espaces documentés. Le campaniforme, lui, je vais prendre des exemples sur toute la France parce que c'est une période quand même assez peu documentée. Donc voilà. Donc le néolithique ancien de tradition danubienne. Donc en schématisant, vous voyez, c'est une culture qui s'étend de l'embouchure du Danube jusqu'à l'embouchure de la Seine. Vous voyez, ici, on est parti, on était vers 6004. Les premiers colons arrivés ici en France, en Alsace, ça va se faire, on sera entre 5005 et 5000. Ça aura mis à peu près 1000 ans pour traverser ces 1500 km à peu près. Donc c'est quelque chose d'assez rapide quand même. Voilà. Donc il ne faut pas imaginer que les colons danubiens, ils arrivent ici, là, paf, à l'embouchure de la Seine, et puis ils s'arrêtent et ils font demi-tour. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ces sociétés se transforment continuellement. Et que pour les archéologues, nous, on classe ces sociétés en fonction de leur culture matérielle. Et qu'arrivées ici, ces sociétés auront tellement changé qu'elles n'auront plus de points de commun avec celles-là. Donc on va les appeler autrement. Elles vont s'appeler le VSG. Et ce VSG, on va le retrouver après jusqu'à la pointe de la Bretagne. Donc elles ne disparaissent pas, en fait. Réellement, c'est un artefact de la recherche. Donc vous voyez un exemple de cette céramique qu'on dit rubanée, qui a des décors tout à fait spécifiques et qui a des fonds ronds, souvent des formes fermées. Donc ça, c'est assez caractéristique. Voilà. Alors, comment se présente l'habitat de ces populations ? Vous voyez, ils vivent dans des grandes maisons. Vous voyez ici, on a à peu près l'échelle. On a des maisons qui peuvent faire 20-30 mètres de long pour les plus grandes et qui ne sont pas implantées n'importe où. Vous voyez, je vous ai mis une petite carte ici. C'est la vallée de l'Aisne. C'est la région qui a livré le plus de vestiges en fait, de cette période. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait une équipe de recherche juste à côté, une équipe parisienne. Mais du coup, on a une région qui est très bien documentée. On a une fenêtre, en fait, sur cette période, très bien documentée, avec un territoire qui est régulièrement maillé. En fait, vous voyez, ces points rouges, c'est des implantations de cette période-là. Donc, du coup, c'est quand même un cadre privilégié pour savoir quelles relations entretenaient ces villages les uns avec les autres. Vous voyez que ces maisons, donc, elles sont faites... Vous voyez les petits points noirs, en fait, c'est l'empreinte, c'est les fosses dans lesquelles on insérait des poteaux. Donc on a une architecture de bois, et avec des murs en terre et des toits en matière végétale, notamment en chaume. D'où vient la terre qui monte les murs ? Là, c'est un peu moins visible, mais vous voyez, il y a des grandes dépressions ici et là, de chaque côté. On va simplement creuser des fosses de part et d'autre de l'emplacement de la future maison qui vont servir de carrière, tout simplement, pour pouvoir monter les murs.
Donc, ce qui est intéressant, c'est quand les archéologues, au bout d'une cinquantaine d'années, qui se sont intéressés à cette vallée de l'Aisne, ils ont pu développer des modèles. Et c'est eux, en fait, qui ont mis en évidence ces espèces de cycles, en fait, répétitifs, où on voit l'implantation d'un nouveau village, un village qui prospère avec des nouvelles maisons, et puis, au bout d'un moment, un épuisement des sols et la nécessité pour le village de se scinder. Et une partie de la communauté va partir un petit peu plus loin. Enfin, il y a deux cas de figure. Soit une partie de la communauté va un petit peu plus loin, soit le village se déplace. Alors, du coup, je vous ai parlé de village. Eh bien oui, parce qu'il s'agit bien de village. Vous voyez, ici, on a des villages qui sont quand même assez organisés. On voit qu'on a quand même des rangées. Et ce n'est pas dû au hasard. Vous voyez que je vous parlais d'images un petit peu idylliques au début du néolithique, où on pensait que le fait qu'ils vivaient dans des grandes maisons tous ensemble, c'est parce que c'était une société égalitaire. Voilà. C'était dans la pensée marxiste du début du siècle, ça semblait assez évident, ça semblait aller de soi. Les chercheurs quand même, notamment des gens comme Christian Jeunesse, ont bien mis en évidence qu'en fait, ce n'était pas du tout le cas. Et là, on a déjà un petit indice. Vous voyez quand même, il y a des très grandes maisons, puis il y en a des toutes petites. Il y en a des plus anciennes aussi. C'est-à-dire que, comme ce que je vous disais, voilà, on a un premier village, et puis, de façon récurrente, il y a un schéma dans ces villages danubiens, c'est que les nouveaux venus, ou en tout cas, quand on coupe une maisonnée, qu'on fabrique une nouvelle maison, et ben on la met toujours plus à l'ouest. Donc ça, c'est bien pratique aussi pour les dater. Et donc là, par exemple, on a certainement une nouvelle phase en fait, dans le village. Donc on a un village dont chaque maison peut peut-être durer à peu près une trentaine d'années. C'est la durée qu'on estime en général pour un bâtiment pour être encore viable avant d'être soit reconstruit, refaçonné, soit abandonné parce que finalement on va avoir plus de travail pour le refaire, les terrains se sont appauvris, mieux vaut peut-être se déplacer un petit peu et reconstruire la maison un petit peu plus loin. Vous voyez en fouille, voilà, ça se présente comme ça quand on les fouille. Là, on a une belle image parce que c'est un peu caractéristique. On voit tous les petits trous de poteaux. Vous voyez des murs latéraux et puis des poteaux centraux. Souvent, en chantier de fouille, c'est plus compliqué que ça. Il y a des trous dans tous les sens, il y a des fossés. C'est pas toujours facile de séparer l'ivraie du bon grain. Alors, voilà, le schéma des maisons, il est très, très stéréotypé, à tel point que les archéologues se sont construits des grilles de lecture comme ça, et avec des invariants, vous allez voir, il y a toujours la même chose. En fait, que la maison soit grande ou soit petite, elle est toujours construite de la même façon. Et vous voyez, en fait, cette partie-là de la maison, elle existe au sein de la plus grande. Ici, il y a juste simplement une pièce à l'arrière en plus et une pièce à l'avant. Voilà, donc c'est ce qui est un petit peu figuré ici, vous voyez. On a toujours le même module qui est reproduit à l'identique dans toutes les maisons. Et voilà, qui est mis ici de façon un petit peu plus explicite, avec certainement une spécialisation des pièces à l'intérieur. Des couloirs d'accès latéraux, notamment ici. Sans doute un accès ici avec un grand porche à l'entrée. Vous voyez des toitures très, très, très hautes, avec sans doute l'existence de greniers où on pouvait stocker notamment les grains. Et avec certains ont imaginé que d'ailleurs ces grains pouvaient être traités donc, par le feu, par la fumée notamment. Donc ils pouvaient être protégés des insectes par un traitement par la fumée. Aujourd'hui, je ne sais pas, c'est contesté par certains archéologues. Je pense que c'est envisageable, mais bon, ça doit dépendre des sites au cas par cas. Donc vous voyez, et à l'arrière, des fois, suivant les maisons, on a une pièce à l'arrière qui peut être de petite dimension, voire beaucoup plus grande. Et c'est là où on voit des statuts différents. Parce qu'en plus, c'est corrélé avec le matériel archéologique. C'est qu'en général, dans les grandes maisons, on a des apports plus variés au niveau de la faune notamment. Alors que dans les petites maisons, le spectre, par exemple, des espèces consommées est beaucoup plus réduit. Donc on a visiblement déjà une certaine inégalité de traitement des vivants. Voilà. Donc là, un exemple de maison qui est restée sur place et qu'on a refaite. Vous voyez, on a deux états de la même maison. Là, on a tout refait en fait. On a certainement gardé une partie des poteaux centraux. Par contre, les cloisons étaient complètement refaites.
Alors, la culture matérielle, donc ces vases dont je vous parlais, de très belles factures quand même, ce sont des très beaux vases, une très belle céramique. Alors vous voyez qu'on a commencé par des fonds ronds, on n'a pas compris tout de suite qu'on pouvait poser par terre les céramiques et les faire tenir debout. Bon, c'est un peu une boutade, mais vous voyez, très souvent, elles ont des préhensions sur les côtés avec un petit trou. On pense qu'une grande partie de ces céramiques pouvaient être suspendues justement pour éviter que les petits commensaux essayent de se glisser dedans pour manger les grains. On va avoir des sortes de bouteilles, en fait, vous voyez, des éléments qui sont refermés. Et puis, donc, des vases de très belle qualité et qui sont ornés de ces fameux rubans qui sont caractéristiques de cette période et qu'on va retrouver donc, dans toute l'Europe. Avec des choses des fois plus rares. Donc, vous voyez, là, je crois que ça vient du Lot, en fait, cet exemple-là, avec justement une reproduction où on a mis les systèmes de fixation. Ici, le seul unique, en fait, vase zoomorphe de France. Vous voyez qu'il appartient à la fin de cette période. On est déjà vers 4008. Et donc, c'est un petit vase, en fait. Il y a une ouverture au sommet. Et c'est un vase en forme de vache. Pour nous, c'est assez exceptionnel parce qu'en général, ce genre de vases appartiennent vraiment à l'Europe centrale. On n'en connaît quasiment pas en France. Donc, c'est assez étonnant que conceptuellement, on ait eu l'idée d'en faire un seul ici en France, alors que c'est une tradition régulière en Europe centrale. Et par contre, il est fait avec les matériaux locaux. Donc, ce n'est pas un vase qui a été importé sur 1000 km. C'est sans doute quelqu'un qui s'est déplacé et qui a fait un vase comme il savait le faire chez lui. Donc ça, c'est intéressant. C'est un indice de déplacement des populations au-delà de la simple déplacement de génération en génération sur quelques kilomètres. Donc les sépultures, le traitement de la mort. Alors là, on va commencer à évoquer un thème qui va être récurrent dans la présentation, le traitement de la mort. Le néolithique, c'est la première période où on prend un tel soin, une obsession presque de la mort, qui va être omniprésente et des fois qui va mobiliser les énergies de façon incroyable. Et là, vraiment, la mort, c'est quelque chose qui est omniprésent sur quasiment tous les sites néolithiques. Donc ici, vous voyez qu'on est au centre d'un habitat, et vous voyez qu'en vert, on a des sépultures qui sont en plein cœur de l'habitat. Vous voyez que là, on n'a pas de plan de maison, mais quand même, on voit qu'il y a cette grande fosse. Et cette grande fosse, c'est une fosse d'extraction de terre. C'est-à-dire qu'il y a une maison qui est juste à côté. Certainement, elle doit être là. On ne la voit pas, mais on la suspecte. Et le mobilier qui est à l'intérieur le laisse penser aussi. Et bien, juste à côté de la maison, on a des personnes qui sont enterrées. Alors, elles sont enterrées d'une façon pareille, très spécifique au néolithique ancien. Vous voyez, on a des gens qui sont la tête vers l'est, avec quelqu'un qui est allongé sur le dos, avec les jambes repliées. Alors après, on peut faire des sous-groupes à l'intérieur du Danubien. Des fois, la tête est vers l'est, des fois elle est vers l'ouest. Des fois, les jambes repliées sont vers le sud, des fois vers le nord. En fonction aussi du mobilier qui va accompagner le défunt, on va avoir différentes traditions au sein de ces populations danubiennes. Mais n'empêche qu'on a quand même des habitudes très, 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 très serrées. On dit souvent qu'au paléolithique supérieur, les gens sont un petit peu bornés, ils font toujours la même chose. Au néolithique ancien aussi. Voilà. Alors, donc le mobilier, là on a vu juste avant, je ne voulais pas trop détailler, qu'est-ce qu'on voyait, des éclats, des outils, certainement des outils qui peuvent permettre aux défunts d'accomplir certaines tâches, peut-être de pouvoir assurer sa subsistance dans le monde de l'au-delà. Donc là, on est absolument sûr que toutes ces populations avaient une croyance dans une vie dans l'au-delà, c'est absolument sûr. Donc ça veut dire qu'il y a une pensée religieuse à cette époque-là qui est très prégnante. Ça, c'est évident. Et vous verrez que les exemples du néolithique moyen vont vous le montrer de façon magistrale. Dans certaines sépultures, on a une abondance de parures, notamment de coquillages. Vous voyez ces coquillages, là, notamment de spondyles. Et vous voyez que là, c'est des sépultures. Alors là pour le coup, c'est la Pologne. Mais on va les retrouver aussi en France. Et c'est intéressant parce que ces coquillages, en fait, viennent de Méditerranée. Alors, on ne peut pas affirmer d'où elles viennent exactement en Méditerranée, parce qu'on en retrouve dans toute la Méditerranée, mais les archéologues suspectent fortement
que, compte tenu de la présence des cardiales, par exemple, dans le sud de la France, ces spondyles viennent certainement de mer Noire, en fait. La mer Noire ou des rives de la Bulgarie actuelle. Donc c'est quand même très intéressant. Ça veut dire qu'il y a un investissement là des populations symboliques dans ces colliers qui est très important. C'est-à-dire qu'on fait vraiment venir sur des milliers de kilomètres ces coquillages pour une raison symbolique qui nous échappe, mais il est évident que, que les individus qui sont inhumés ne doivent pas être des individus lambda dans la société parce qu'ils sont capables de faire venir ces objets précieux. Et on n'a pas les sépultures de tout le monde non plus. Il faut bien imaginer que vous avez vu cet habitat, il n'y a que 2 sépultures là, alors qu'il y a certainement des dizaines et des dizaines d'individus qui ont vécu là. Donc, quid des autres? Où sont-ils? Voilà. Donc ça veut dire que ces gens, dans ces sépultures, là, ils ont un statut particulier. Sur des cimetières plus grands, on a des fois des nécropoles qui sont quand même beaucoup plus grandes, avec plusieurs dizaines d'individus. Christian Jeunesse a pu montrer que des fois, dans une partie, j'ai pas de diapo pour vous l'illustrer, mais que des fois, on avait des sépultures qui étaient isolées dans un coin. C'était souvent des femmes, et c'était souvent des gens qui n'avaient pas eu le même régime alimentaire que les autres. D'où sa proposition, en fait, qu'on ait des mésolithiques, en fait, qui aient vécu dans ces villages. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais on imagine que cette colonisation, cette arrivée de nouvelles personnes dans un territoire fini, c'est pas toujours forcément bien passé. Quand on connaît les exemples de colonisation dans le nord de l'Amérique, on imagine, on suspecte qu'il y a des fois, il y a dû y avoir des tensions. En tout cas, on a des exemples de cohabitation, en tout cas dans les mêmes habitats, entre des gens qui sont sans doute issus des populations mésolithiques. Donc il y a eu des contacts. C'est un peu la même problématique qu'entre le Néandertal et Homo sapiens, finalement. On ne sait pas grand-chose des relations qu'ils ont eues entre les deux. Mais on a des indices de contact, ils se sont fréquentés. Les colons ne sont pas arrivés dans une terra incognita où il n'y avait personne. Donc, il faut vous dire, il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé non plus. On sait qu'il y a des populations mésolithiques qui sont contemporaines du Danubien, qui ne les connaissent pas encore parce que les Danubiens ne sont pas encore arrivés, mais qui produisent de la céramique déjà, la céramique de la Hoguette. Donc on a des populations mésolithiques, qui sont chasseurs-cueilleurs, qui utilisent déjà la céramique. Parce que vous voyez, les populations choisissent ce qu'elles veulent finalement dans la sphère technique des nouveaux arrivants. Donc c'est quand même, on est face à des choix culturels qui concernent vraiment le groupe. Et donc ça va amener à une mosaïque de culture en fait en Europe qui est les prémices de nos sociétés actuelles. Moi, c'est pour ça que le néolithique, ça m'intéresse particulièrement, parce que c'est le moment, autant les débuts les australopithèques, c'est les débuts de nos origines en tant qu'humains, autant les sociétés néolithiques, c'est les débuts de nos sociétés actuelles. C'est là que tout se joue, que tout se construit. Et je voulais en venir à, un peu pour quitter la carte postale des sociétés idéalisées, aux premières traces de violence qui malheureusement sont à mettre sur le compte des néolithiques, effectivement. Et je vais vous présenter 3 sites. Il y en a d'autres, vous voyez, c'est un phénomène qui concerne surtout l'Europe centrale, mais on en a un petit peu aussi en France. Alors, avec des sites du néolithique ancien, Erxheim, et puis 2 sites du néolithique moyen. Alors, Erxheim, c'est un site tout à fait particulier, qui fait un peu froid dans le dos. Donc, vous voyez, c'est quasiment à la frontière française, c'est dans le Palatinat. Donc, vers 5003-5000, dans le Rubanais récent, on a le développement d'un habitat sur 5 hectares qui est délimité par des fossés. Ce n'est pas vraiment des fossés en fait, c'est des fosses qui sont recreusées les unes après les autres et qui finissent par former un fossé comme ce qu'on voit. Mais en fait, il y a plusieurs générations de fosses pour creuser ce fossé. C'est un site qui est étudié par notamment quelqu'un d'Aquitaine, Bruno Boulestin. Et à l'intérieur de ces fossés, on a retrouvé des milliers de restes humains qui correspondent à au moins 400-450 individus. Sachant qu'on a fouillé que la moitié de ce fossé, on peut estimer à au moins 1 millier de personnes
retrouvés dans ces fossés. Alors, qu'est-ce qui est choquant là-dedans? C'est pas tant qu'il y ait beaucoup d'individus dans ces fossés, c'est que tous les os présentent des traces de découpe, et des traces de découpe que les chercheurs ont pu rapprocher en fait, des techniques bouchères existantes déjà pour notamment le bœuf et le cochon. Donc là, on a voilà, des gens qui sont traités qui sont consommés comme des animaux. Avec ici quand même des choses qui doivent être un petit peu ritualisées, puisque vous voyez, on a des regroupements de calottes crâniennes, par exemple, avec des traces de scalp qui sont dans les fossés. Alors, je ne suis pas spécialiste de ce site. Je voulais présenter parce que je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des pratiques qui peuvent nous interroger, nous, qui ne sont pas communes. C'est quand même l'exception qui confirme la règle. Je veux dire, sur le territoire français, on ne connaît pas de site analogue, mais ça pose quand même question. Les céramiques qui sont retrouvées, qui accompagnent ces os, proviennent d'un rayon d'à peu près 400 à 500 km autour du site. Donc on a quelque chose de très complexe. Bon, voilà, ça rappelle un peu le film de Mel Gibson, vous voyez, en Amérique du Sud. Bon, on ne sait pas trop, on n'a pas d'équivalent quand même pour le néolithique, pour ce type de site. Alors quelque chose par contre là de beaucoup plus trivial et qu'on va rencontrer de façon récurrente au néolithique, là, ça va être des traces de violence impliquant des petits groupes. Alors là, vous voyez le rond, en fait, qu'est-ce qui matérialise? C'est le fond d'un silo, une de ces structures de stockage. Soit on met les graines dans des pots, soit on construit des structures dédiées dans le sol et qu'on va traiter de façon spécifique. Là, c'est un très gros silo, parce que d'habitude, les silos, ça fait 1 mètre de large à peu près. C'est une forme de poire en coupe, c'est rond. C'est fermé par un tout petit bouchon à l'embouchure. Et ici, dans le fond, eh bien, on a réellement jeté, donc je crois que c'est 5 personnes. La particularité ici, c'est que on a des traces. Voilà, vous voyez, ici, on a par exemple une pointe de flèche dans le bassin de cette personne. Ici, vous voyez, on a un crâne qui a été totalement massacré, en fait, vraisemblablement post-mortem. Donc on a une sorte de vengeance, en fait, après la mort de ces individus. Et surtout, en dessous de ces individus, il y a des bras. Il y a des bras tout seuls. Il y a plusieurs bras tout seuls. Donc ça veut dire qu'après une bataille, certainement, une rixe, on a dépecé les morts et on les a jetés ici, dans cette fosse. On retrouve la même chose ici à Bergheim, vers 4000. Alors, donc vous avez le premier niveau qui a été découvert par les archéologues, et dessous, une accumulation de bras qui ne correspondent pas aux premiers individus, qui sont tous morts de mort violente. On voit là les écrasements de la tempe, notamment. Bon, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va être récurrent au néolithique, pas forcément sous forme d'accumulation, comme ça, de squelettes hyper violents, mais par contre, des pointes de flèches fichées dans des colonnes vertébrales ou qui se baladent près des morts, ça, c'est quelque chose d'assez récurrent, des fractures. Quelque chose que je ne vais pas évoquer aussi, mais la trépanation, par exemple, c'est des choses qu'on observe au néolithique, qu'on n'observait pas avant. Donc on va passer, on y était déjà un petit peu, au néolithique moyen. Je vais vous évoquer les premières enceintes et puis le début du mégalithisme. Donc les premières enceintes, on sent qu'il y a une montée de la violence en fait à la fin du néolithique ancien, et ça se caractérise ça se matérialise au néolithique moyen par les premières enceintes. Donc en fait les enceintes, elles peuvent faire 3-4 hectares jusqu'à 17 hectares qui sont délimités par un fossé. Par un fossé, des fois doublé d'une palissade. Qu'est-ce que ça enclôt en fait? Souvent un espace qui ne se différencie pas beaucoup de l'espace extérieur, c'est souvent en plaine. Et donc ça le délimite surtout, moi je dirais. Symboliquement, ça le délimite. Il y a une fonction défensive, puisque souvent ces fossés ils peuvent faire 2 mètres, 3 mètres de largeur, 1 mètre ou 2 de profondeur. Il faut imaginer que ça, finalement, c'est la carrière qui va servir à édifier un petit talus en retrait derrière. Donc on va avoir un dispositif qui empêche le franchissement. Et puis, par contre, c'est le contraire du château fort. Vous voyez, c'est hyper étendu. On a des populations quand même qui sont assez restreintes.
À défendre, c'est impossible. Si vous avez vraiment une population déterminée à rentrer, vous ne les empêcherez pas de rentrer, hein, ça c'est évident. Mais par contre, il y a une fonction symbolique importante. Vous imaginez les heures de travail pour effectuer ce fossé, pour le délimiter. C'est une façon de dire, écoutez, ici c'est chez moi, ça va être le territoire peut-être de mes ancêtres, hein, parce que des fois on va avoir des sépultures aussi dans ces fossés. Et c'est une façon de s'approprier un bout du territoire et de symboliquement de démontrer sa capacité à réaliser des choses. Donc on va avoir des fois des très gros fossés avec des très gros talus. Ces sites restent rares au néolithique ancien, au néolithique moyen, et ils vont être amenés à se développer. On verra ça plus tard. Souvent, on n'a pas grand-chose dans les fossés. On ne retrouve pas beaucoup d'artefacts, pas beaucoup de céramique, pas beaucoup de lithique. Des fois, on a de la chance. Des fois, c'est parce que simplement, l'archéologue, il a fait une toute petite fenêtre minuscule dans un coin. L'enceinte, elle faisait 15 hectares. Lui, il en a ouvert 10. Il n'a pas eu de chance. Ici, vous voyez qu'avec le développement de l'archéologie préventive, le développement des grands décapages avec des pelles mécaniques, ce qui est maintenant le cas depuis une trentaine d'années, on arrive à changer totalement notre perception et notre analyse finalement de ces grands espaces. Ici, on voit qu'il y a un bâtiment. Souvent, les archéologues se limitaient aux fossés, donc ils n'avaient jamais en fait les bâtiments qui étaient derrière. Donc on voit que c'est quand même des lieux d'habitat. Les gens vivent à l'intérieur de ces enceintes, donc ils se défendent au moins symboliquement de la violence de leurs voisins. Un autre type d'enceinte, vous voyez, avec le type de mobilier qu'on peut retrouver au néolithique moyen. Donc là, on a, vous voyez, des vases qui sont toujours à fond rond, une céramique toujours d'excellente qualité, une cuillère, vous voyez. On peut avoir des cuillères en bois, on ne les retrouve jamais, nous, parce qu'elles ont disparu, elles ont pourri, sauf en contexte lacustre, mais c'est extrêmement rare au niveau des fouilles, ou soit des cuillères en céramique. Vous voyez que l'armement en fait, de chasse, les pointes de flèches, ici, on est déjà passé à des pointes de flèches perçantes. Je ne vous l'ai pas montré avant, mais on avait des pointes de flèches tranchantes initialement. Donc là, on a déjà un glissement, en fait, on a un changement des pratiques de chasse, qui pour nous est intéressant parce qu'on va passer d'une chasse de poursuite où on fait saigner la bête et on va la poursuivre jusqu'à ce qu'elle meure d'épuisement, à progressivement une chasse d'affût où on va essayer de l'immobiliser très rapidement avec une arme de plus en plus performante. Vous voyez ici des lames. Le néolithique ancien, le néolithique moyen, on débite des grandes lames, des lames d'une vingtaine de centimètres. Et on a souvent dit, de façon péjorative, c'est souvent les paléolithiciens qui disent ça, qu'au néolithique, on ne sait pas tailler, que c'est le début de la fin, quoi, comme qui dirait. En fait, ce n'est pas vrai tout à fait quand même, parce qu'il y a quand même des groupes humains, notamment dans le nord de la France, qui débitent encore vraiment, qui font des très beaux débitages laminaires, très sophistiqués, et qui sont sans doute pas à la portée de tout le monde. Donc quand on a ce type d'objet, ça veut dire que certainement il y a une personne dans le groupe qui est dédiée à ça. Les matières premières peuvent venir de très loin, elles peuvent venir de plusieurs centaines de kilomètres. Parce que justement ces groupes issus du Danubien, et puis qui vont poursuivre leur course jusqu'à la Manche, ils ont l'habitude d'avoir des matériaux de bonne qualité pour pouvoir faire ces débitages. Et pendant un certain temps, ils vont faire venir de très très loin en fait, ces matériaux pour pouvoir faire leur débitage. Et puis arrivé dans le massif armoricain, il n'y a plus de silex. Et puis au début, ils font venir de très loin leur silex, puis au bout d'un moment, ils baissent les bras, ils arrêtent. Et puis là, la qualité des débitages va effectivement baisser et ça va devenir beaucoup moins beau. Voilà. Mais ils ont eu le temps de s'adapter, ils ont changé leurs objectifs. Là, vous voyez un autre exemple de hache. Une architecture qui va se diversifier. On ne va plus du tout passer sur le schéma monolithique de la maison danubienne. Là, par exemple, on a une maison ronde avec une partition, vous voyez, entre l'entrée et le fond. Au début, c'était totalement anecdotique. On en avait qu'une qui avait été trouvée à Ono. Et puis, finalement, ces dernières années, maintenant, on en a une dizaine qui se répartissent dans tout le nord de la France et surtout sur la partie ouest. Ce qui nous fait dire que quand vous voyez Stonehenge, ou quand vous voyez Woodhenge, il y a un modèle, il y a quelque chose qui se passe entre la Manche, enfin, sur les deux bords de la Manche,
autour du rond, en fait. Hein. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que, suivant les périodes, on va avoir des maisons rondes ou des maisons carrées. Et ça, c'est sans doute lié justement à des flux et des reflux d'influence de part et d'autre de la Manche, entre les populations continentales et les populations britanniques. Donc c'est assez intéressant. Et un petit aparté aussi pour dire que voilà, il y a des liens avec l'architecture funéraire. Pourquoi est-ce que beaucoup de chambres de dolmen sont rondes ou carrées? C'est sans doute en lien avec la vraie architecture domestique des populations. Donc, parce que très souvent, voilà, on reproduit, la maison des morts reproduit la maison des vivants, tout simplement. Voilà. Donc, à cette période, on va avoir l'essor d'une certaine monumentalité en fait, des sépultures. On va plus se contenter simplement de creuser des tombes et d'avoir des espaces qui vont être dédiés à ça. On va avoir vraiment le développement de véritables nécropoles et d'une mise en scène de la mort et d'une mise en scène d'un ou deux morts. Alors, maintenant, je pense que c'est amené à se développer ces problématiques avec l'essor de la génétique. Maintenant, on va réussir à retrouver le génome en fait, des gens qui sont ensevelis là. On va pouvoir travailler sans doute sur les relations de filiation en fait, qu'il peut y avoir. Mais pour l'instant, c'est encore balbutiant. On a des données, mais c'est vraiment un champ disciplinaire qui est amené à se développer. En tout cas, ici, ce qui est vraiment important, c'est que vous voyez, vous avez des structures qui peuvent faire 300-350 mètres de long. En fait, tout simplement pour recouvrir juste une petite tombe qui peut faire 2 à 4 mètres de profondeur. Donc vous imaginez l'investissement colossal, en fait, juste pour un seul individu. Donc quand je vous disais qu'on n'était pas dans des sociétés égalitaires, là on est en train de faire un pas de plus vers une montée des inégalités. Et un pas de plus parce qu'il y aura d'autres marches, hein, vous allez le voir. Et là, vous voyez que déjà on a des dispositifs d'alignement de poteaux. C'est des choses qui vont revenir après de façon récurrente. Alors là, on est encore dans des matériaux meubles, des matériaux périssables qui sont facilement transportables. Ici, les carrières, en fait, elles sont tout autour des monuments. Hein. On va racler la terre tout autour pour pouvoir les construire. Plus tard, ça va être encore un petit peu plus complexe. Vous voyez, on se situe vers 4005. Bon, 4000, 4005, c'est vraiment le néolithique moyen. On est en plein milieu de la période. Et puis là, je voulais quand même vous parler du mégalithisme, et notamment en Armorique, parce que c'est quand même quelque chose d'hyper caractéristique du néolithique qu'on n'aura plus après, et qui, je pense, dont il faut s'emparer, parce que c'est quelque chose qui est vraiment marquant. Donc ici, c'est, voilà, vous voyez une vision du 19e siècle des alignements de Karnak, qui est totalement fantasmée, avec des lignes parfaitement droites, et puis... Des pierres qui sont absolument toutes semblables. Jamais les néolithiques n'ont produit autant de standardisation. Par contre, dans le monumental, ils ont quand même fait des alignements qui peuvent faire plusieurs kilomètres de long, hein, qui impliquent plusieurs centaines de blocs qui chacun font plusieurs tonnes, hein, avec des choses qui ne se contentent pas en fait, d'être des fils. Ce n'est pas juste une file, on en pose un et puis l'année prochaine on va en reposer un deuxième et tout ça. Il y a une vraie conception en amont en fait, de ces alignements, avec notamment une gradation du plus petit au plus grand. C'est-à-dire qu'on a une mise en perspective pour vraiment donner un effet monumental à l'ensemble. Et souvent, ces monuments ne sont pas le fruit du hasard. Aux extrémités, alors aux extrémités, on va avoir des tumulus, soit des tumulus géants, soit au contraire des aires qui vont être circonscrites aussi par des pierres, notamment comme les cromlechs par exemple, vous savez, ces cercles de pierre, ou simplement des espaces quadrangulaires délimités par des pierres. Donc on a une mise en scène de quelque chose, et sans doute de cérémonies, soit de cérémonies funéraires, soit de cérémonies d'un autre type, des cérémonies astronomiques, religieuses, enfin on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce n'est pas anodin. Un tel investissement, alors on a beau avoir de nos jours à peu près compris comment on transportait ces pierres, par plusieurs méthodes. Souvent, c'est des systèmes de radeaux. Alors, on va tirer les pierres sur des radeaux, notamment, vous voyez, des radeaux de pierre. Alors, soit directement avec des liens, hein, puis on met
10 bons gaillards et puis vogue la galère. On se contente de poser, on coupe au fur et à mesure en fait, des branches sur le parcours de la pierre. On va découper des pierres parce qu'avec une écorce fraîche, ça va glisser mieux dessus. Et on va faire passer les blocs dessus. Il ne s'agit pas de faire rouler les rondins, en fait, mais juste de limiter la surface de frottement. Donc avec juste un système de poutres longitudinales et transversales, déjà une dizaine d'hommes bien costauds, jeunes, qui ont tout approuvé parce qu'ils sont à la fin de l'adolescence, par exemple, peuvent faire transporter une pierre de plusieurs tonnes sur des distances assez importantes. Ici, vous avez un système, là c'est une activité qui est proposée en médiation pour des classes. C'est des petits-enfants des écoles, en fait, qui transportent ce bloc-là. Ils le transportent, ils lui font faire des allers-retours sur une distance d'une centaine de mètres régulièrement. Et vous voyez, c'est tout simple. En fait, avec un système de levier, on fait des quarts de tour. Et il n'y a besoin d'aucune force. En fait, ça ne nécessite aucun effort pour transporter ce bloc. C'est assez rigolo. Voilà. Donc, quand je vous disais que les structures de type Passy, c'était qu'une marche vers des sociétés hiérarchisées, ben là, on atteint le summum de ce qui se fait. C'est le plus grand tumulus, en fait, le plus grand tumulus qui a été fait par l'homme. Donc, ces mensurations sont colossales. Je ne sais plus, je crois qu'il fait plus de 50 mètres de long, il doit faire 20 mètres de large, 10 mètres de haut. Vous voyez, au XVIIe siècle, on a même construit une église dessus. Il faut savoir qu'il n'y a pas de relief à cet endroit-là. Voilà. C'est une colline artificielle. Que contient cette colline ? Elle contient essentiellement de la terre et de la vase. Vous voyez, il y a en fait deux enveloppes. Une première enveloppe de pierre, une enveloppe de vase et une enveloppe de terre, et qui entoure en fait un caisson central qui est tout petit, vous voyez. Alors ces dimensions, on les a pas là, mais ça doit faire moins de 2 mètres en fait de large. Et à l'intérieur de cette, on a simplement, il me semble qu'on n'a qu'un squelette à l'intérieur. Des fois on en a plusieurs, mais quand on en a plusieurs, on en a 3, 4, pardon, pas plus. On n'en a jamais plus. Donc ça veut dire que là on a une société hyper hiérarchisée. Et on n'a pas des petits princes, mais là c'est un système beaucoup plus hiérarchisé que ça. Nous, ça nous fait penser des systèmes de royauté, carrément. C'est vraiment des princes qui sont capables de mobiliser autant de main-d'œuvre. Autant vous dire que les gens qui ont dû travailler là n'ont peut-être pas tous fait de leur plein gré. On est peut-être dans des sociétés aussi où on sait pratiquer l'esclavage. Au moins, on a de fortes incitations au travail. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces caveaux ? Voilà, une photo du musée de Carnac qui montre un mobilier céramique. Vous voyez, toujours de très grande qualité, avec ici une céramique d'influence chasséenne, avec ces fameuses coupes à socle, qu'on a appelées aussi des coupes à encens par moment, parce qu'on pensait que ça pouvait être des brûloirs à encens. Donc des céramiques à fond rond, et puis des haches. Alors je vais vous détailler un petit peu plus le type de mobilier qu'on peut trouver. Donc voilà, ces haches, il faut savoir qu'elles ne viennent pas d'à côté. Elles viennent des Alpes en fait. C'est de la jadéite qui vient des Alpes. Donc on a un collègue, Frédéric Prodéo, et puis surtout Pierre Pétrequin, là, qui sont déjà venus nous parler plusieurs fois de ces haches et de leur transport et de toute la complexité déjà de la fabrication de ces haches. Ça pose plein de problèmes techniques pour les réaliser. Et autant les haches triviales qu'on trouve de nos jours ici dans la région de Bergeois, il faut entre 10 et 20 heures pour faire une hache. Frédéric nous disait l'autre jour qu'il fallait, on est plutôt dans l'ordre de la centaine d'heures pour chacune de ces haches. Et en plus, il faut imaginer qu'elles ont été longuement polies avant d'arriver ici. Elles ont fait 700, 800 km, sans doute beaucoup plus parce qu'elles n'ont pas voyagé en ligne droite, celles-là, à mon avis. Et elles ont été repolies sur place parce que finalement, ça ne leur suffisait pas, ce n'était pas assez poli. Ils ont dû remettre autant de temps dessus à l'arrivée. Donc on est vraiment sur des objets qui ne sont pas triviaux et qui appartiennent vraiment à une élite. C'est sans doute pas le commun des mortels qui est capable de faire venir ces haches.
on a d'autres objets. Alors, des lames du Grand Pressigny, que je connais bien parce que c'est là-dessus que j'avais travaillé pour ma thèse. Et on a aussi, à une période où au Grand Pressigny, il ne se passe rien, on n'a pas d'activité, et finalement, dans les tumulus carnacéens, on trouve quand même des lames du Grand Pressigny, et pas n'importe lesquelles, des lames très très longues, qui appartiennent à une technique tout à fait particulière. Donc certainement, ils ont été en capacité de faire développer, de faire venir en tout cas des objets qui sont diffusés nulle part ailleurs à ce moment-là. Donc là, la distance est plus courte, vous me direz, il doit y avoir que 250 km. De la varicite, vous voyez, des pendeloques. Les néolithiques sont très friands des pendeloques en général. Et donc là, plutôt que des dents de cerf ou des petits coquillages ou des choses comme ça, on fait venir des perles, vraisemblablement d'Espagne. Donc là, on est sur sans doute en plus des trajets qui impliquent peut-être même le bateau, les voies navigables. Il faut imaginer que tout l'espace est conquis et les îles aussi. Donc c'est des gens qui pratiquent la navigation régulièrement. Bon, moi je passe. Voilà, tout ça pour vous dire que ce sont vraiment une élite qui est enterrée dans ces tumulus. Et pour en venir vers l'art, on n'a pas beaucoup parlé de l'art. On dit souvent qu'au néolithique, il n'y a pas d'art. Il y en a. Il y en a notamment dans ces fameuses tombes mégalithiques. Alors là, je vous présente Gavrinis. Alors, je vous incite vraiment, si vous avez l'occasion d'aller dans le Morbihan, à aller la voir. Ça vaut vraiment le coup. Parce qu'il n'y a que 2 monuments comme ça. Il y en a un en France et il y en a un en Irlande, à Newgrange. Et c'est des sites qui ne seront peut-être pas toujours ouverts au public parce qu'ils sont fragiles, ils sont magnifiques. Chaque dalle est ornée, vous voyez, elles sont piquetées, elles ont été gravées. Ça a nécessité des centaines d'heures de travail pour chacune. C'est du granit, c'est extrêmement dur. C'est des gens qui ne connaissent pas le métal, qui ont fait ces dessins. Donc vous imaginez le travail colossal que ça représente et donc l'imprégnation symbolique de ce lieu. C'est quelque chose de tout à fait remarquable et je vous invite vraiment à y aller parce qu'on est plongé dans un autre monde. Et on trouve donc pas souvent cet art est quand même très symbolique. Ça veut dire qu'il faut que je me dépêche. Alors, oulala, je suis loin. Donc cet art, il est très symbolique, il est très schématisé, il est très codifié. Pour nous, c'est un peu frustrant parce que comme on n'a pas les clés de lecture, souvent on est face à un alphabet qu'on ne connaît pas. Mais des fois, il peut être figuratif. Notamment, ici, on a des bovidés. Pas n'importe quel bovidé. En fait, des bovidés qui viennent d'un très grand menhir, le grand menhir, vous savez, un menhir... colossal qui a été retrouvé face à la table des marchands et qui a été fragmenté et dont les fragments ont été transportés dans plusieurs caveaux différents. Le menhir lui-même provenait de plus d'une dizaine de kilomètres. Je crois qu'il devait faire 17 mètres de haut, je crois, quelque chose comme ça. C'était le plus grand menhir jamais érigé partout dans le monde. Et il a été cassé en 3 et les morceaux ont été de nouveau dispatchés entre la table des marchands, Ergra et un 3e monument. Donc voilà, donc cet art symbolique, les bovidés peuvent être représentés simplement par leurs cornes, par exemple. On peut avoir des choses beaucoup plus énigmatiques, des écussons qu'on interprète comme une représentation de la déesse mère. Bon. Alors là, c'est pas forcément évident, mais c'est par recoupement. Ici, la banane, la magnifique banane, n'invite pas au repas. En fait, ça serait un bateau qui pourrait symboliser le passage dans l'au-delà. Voilà. Je ne m'appesantis pas dessus. Vous voyez un autre écusson là, qui est surmonté d'autres éléments. Souvent, tous ces éléments sont recomposés les uns avec les autres pour des raisons qui nous échappent. Vous voyez des haches. Les haches sont très souvent représentées soit emmanchées, soit simplement en fait, sous forme de triangle. Ce qui veut dire qu'ils ont une dimension symbolique assez importante. Ils renvoient certainement au monde sauvage, en fait, puisqu'ils interviennent toujours dans le monde sauvage. En fait, c'est toujours pour couper la forêt. Bon, il y a tout un tas de codifications très sophistiquées, notamment c'est Serge Cassen qui a beaucoup travaillé là-dessus. Je ne vais pas trop rentrer dedans parce que je n'ai pas le temps. On a d'autres manifestations artistiques. Ici, c'est les fameuses déesses de Fort-Arroire, en Eure-et-Loire. C'est de la céramique. Alors ça, c'est tout à fait à la fois caractéristique de ce site, totalement inédit par ailleurs. Vous voyez, on a juste une représentation esquissée
la poitrine, des bras qui sont stylisés et on a un début de tête. Ça nous rappelle un peu l'art des Cyclades, enfin en tout cas l'art aussi d'Europe centrale. Et c'est pareil, on n'a pas d'autres sites en France qui ont livré ces statuettes. Alors ça, c'est vraiment étonnant. Il y en a une douzaine quand même là sur ce site. C'est pas des faux, mais c'est quelque chose d'étonnant. Voilà. Alors, juste quelques mots très rapides pour parler du néolithique récent final, la fin de la période. J'ai regroupé les deux pour des raisons de facilité, puis parce que je savais que j'aurais pas beaucoup de temps. Donc, c'est la période où en fait, on découvre la roue, notamment, et on va la développer. Et on va la développer aussi grâce au développement des chemins qui franchissent des fois des espaces marécageux avec des chemins de planche, notamment en Suisse, près des lacs jurassiens, dans les Pays-Bas et beaucoup en Angleterre aussi. Et on va avoir aussi des systèmes qui ressemblent beaucoup au système des Indiens d'Amérique du Nord, ces fameux travois là. Donc vous en voyez un à Chalin qui est daté du XXIe siècle. Une petite figuration de Tsi. Voilà. Alors, pour vous parler, voilà, en fait, les enceintes qu'on a vues tout à l'heure vont devenir de véritables fortifications. Alors ici, on va avoir une accrétion de lignes de défense qui vont s'étaler, dont l'édification va s'étaler sur plusieurs centaines d'années. Elles n'ont pas toutes fonctionné ensemble, mais on va avoir une multiplication vraiment de ces enceintes qu'on pourrait prendre pour de l'habitat, mais très souvent on ne retrouve pas l'habitat. On a des restes domestiques, mais est-ce que c'est comme... vous savez, en Afrique du Sud, par exemple, ces exemples de sociétés de pasteurs pour qui l'enceinte, en fait, c'est le lieu où on met le bétail, et le bétail, finalement, c'est ce qu'on a plus précieux. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a tant de soins à fabriquer leur enclos et puis à faire une démonstration de pouvoir autour de cette multiplication, en fait, des fossés. Vous voyez qu'ils sont interrompus, tous ces fossés. On ne peut pas défendre un truc comme ça, c'est impossible. Donc on est bien là dans quelque chose d'ostentatoire. Et là, c'est vraiment, ça va se multiplier. Il va y en avoir de plus en plus. La Charente est couverte, par exemple, de ces enceintes, à quel point on a pu parler de civilisation des enceintes. Ici, on a l'édification d'un rempart. Voilà. On avait initialement une enceinte qui faisait à peu près 17 hectares. Et puis, ce n'était pas suffisant. À la fin de la période, les fossés ont été doublés avec un rempart qui fait une dizaine de mètres de large, 3 mètres de haut. Et j'ai participé à la fouille dans certains secteurs. On y allait en prenant le rempart là et on montait dessus avec le camion. On faisait tout le tour. Pour vous dire que ce n'est pas des petites structures. Que là, la main-d'œuvre a dû œuvrer pendant des heures vraiment très importantes. En plus, la terre est mise en place dans des caissons de bois. Donc il a fallu déforester tout autour sur des centaines d'hectares pour obtenir cet ouvrage, qui ne contient qu'une seule maison en son centre. Donc quand on parlait tout à l'heure de royauté, on est sans doute là aussi sur le siège d'un pouvoir local. Donc tout ça pour vous parler des grandes maisons. Cette fameuse maison, elle est là, en fait, c'est celle-là. Elle est au centre. Donc elle fait, de mémoire, elle doit faire une trentaine de mètres de long à peu près. Elle a été découverte d'abord par photo aérienne, donc par un monsieur qui s'appelle Dacier. Et puis on va avoir en néolithique final des très 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 grandes maisons qui vont être caractéristiques de la fin de la période. Vous en avez une, ici c'est la plus grande. Ça c'était le relevé qu'on pouvait en faire. Alors, l'article date de 2007, mais en fait c'est une publication qui a été présentée en 1999. Depuis, il y a eu 10 ans de fouilles. Et en fait, la maison, maintenant, on estime qu'elle fait 100 mètres de long à peu près, mais on n'a aucune des deux extrémités. 100 mètres de long parce qu'on a des bâtiments agricoles modernes au-dessus. Et donc, vous imaginez qu'on est sur des sociétés tout à fait particulières. C'est-à-dire qu'on est au sein d'un vaste enclos et on a une seule maison et elle fait 100 mètres de long. C'est plus long qu'un terrain de foot quand même, hein, vous imaginez. Elle fait 12 mètres de large. Chaque trou de poteau, là, les poteaux centraux, ils font plus d'1 mètre de diamètre. C'est-à-dire que les arbres qu'il a fallu abattre et transporter là sont colossaux. Les charpentes sont extrêmement hautes. Donc on est face à une société, une organisation d'une société tout à fait particulière. Et on est face, comme avec les sociétés du début du néolithique, à quelque chose de très codifié et qu'on va retrouver ici en Dordogne. Ici c'est Doucha. Vous savez, dans la vallée de la Drône, eh bien, on a cet habitat qui a été fouillé par Pierrick Fouéré dans les années 90. Et on a le même bâtiment qui a été reconstruit à 2 reprises. Vous voyez qu'il suit exactement le même plan. Il a été un peu agrandi. Et puis, on a des enclos.
Ici, comme précédemment, on a des très grands enclos ici qui partent. Il faut savoir que ces enclos, vu la taille des poteaux qui constituent ces enclos, on pense qu'ils sont surmontés de palissades. Donc c'est des vrais petits châteaux forts, quoi. C'est un petit peu comme le fort Alamo, quoi. Alors dans ces maisons, eh ben, on va retrouver du matériel domestique, de la céramique qu'on appelle artenacienne, c'est le nom de la culture locale ici, des couteaux à moissonner, voilà, pour couper nos céréales, et puis des espèces d'outils un peu intermédiaires qui sont à la fois des couteaux à moissonner, des outils à tout faire, et puis accessoirement des armes. Donc en dehors de chez nous, on va avoir une grande variété d'habitats. Donc, vous voyez, avec de l'habitat sur pilotis dans des lacs, hein, qui vont être naturellement défendus au milieu du lac, de l'habitat en bord de rive, hein, sur ces mêmes lacs, vous voyez, défendu par des palissades, par exemple, ici c'est le fameux site de Paladru, le même que le site du Chevalier de l'An 1000. Hein. De l'habitat en pierre, à Cambous, par exemple, dans le sud de la France. Là, on commence à un peu sortir de notre centre-ouest. Et puis, toujours de l'habitat, vous voyez, avec des unités plus petites au sein d'espaces protégés. Donc, quelques vues un peu sur l'outillage, parce qu'on ne l'a pas évoqué encore jusqu'à présent. Donc, toujours nos couteaux, nos fameuses scies en coche, vous avez dû en entendre parler, qui servent à récolter uniquement les grains, mais pas, ils prennent pas, hein, c'est des pratiques agraires particulières qui se concentrent sur le grain en laissant la paille dans le champ. Ici, vous voyez le sort des haches polies en habitat. Quand elles cassent et qu'on peut les réutiliser, on finit par les réutiliser en pilon, en nucléus. Des fois, vous voyez, on a souvent des éclats qui ont été débités dessus pour avoir des petits tranchants. Et puis le grattoir, qui est peut-être l'outil emblématique du néolithique pour traiter les peaux, notamment tout ce qui est traitement de peau pour enlever, nettoyer les peaux, mais qui a servi à plein d'autres choses aussi sur du bois et d'autres types de couteaux pour découper des végétaux. Ici, des petits exemples de débitage. On n'est plus du tout dans du débitage laminaire, le beau débitage laminaire du début de la période. Là, on débite du petit éclat. Ça fait 2-3 cm maximum. On essaye d'avoir des éclats assez courts et larges. Et là, vous voyez, en fait, on a une préforme de pointe de flèche qui a cassé au cours de la retouche et qui colle avec une succession d'enlèvements d'éclats. Donc ça, c'était sur le site de Villetouré qui avait été fouillé par Antoine Chancerelle en 2007. Donc ici, voilà, d'autres types de pointes de flèche. On a des pointes de flèche à aileron pédoncule à la fin. Vous voyez, quand je vous disais que l'armement se perfectionne, et ça, c'est vraiment la pointe de flèche qui va rester dans le corps de l'animal et qui va l'empêcher de bouger. De l'animal ou de l'homme, hein, pourquoi pas, après tout. Et voilà, donc un exemple de carquois, d'arc, hein, l'arc qui est vraiment l'arme par excellence du néolithique. Et puis l'animal chassé par excellence aussi, et ben voilà, c'est le cerf. Pourquoi le cerf? Pour la viande, bien sûr, mais surtout pour sa magnifique ramure qui va permettre la fabrication de tout un tas d'outils au néolithique. Des gaines, en fait, qui vont servir d'amortisseurs, hein, dans les haches polies. Enfin, vous voyez, on va emmancher la hache polie qui demande une dizaine d'heures dans un manche qui lui aussi demande une dizaine d'heures. Donc on va mettre une pièce intermédiaire entre deux qui va jouer un rôle d'élastique un petit peu et qui va permettre de limiter à la fois la fente du manche, la casse de la hache, et puis s'il y a un truc qui doit casser, ben ça va être ça et ça va être plus facile à remplacer. On peut fabriquer des pics en bois de serre pour creuser, on peut fabriquer tout un tas d'outils, notamment pour débiter le silex. On va utiliser des punches. Et puis on peut avoir de la parure, avec notamment les fameuses canines de cerf, les crash ou crash, je ne sais pas, ça dépend d'où on vient, comment on prononce. Voilà. Autre grosse innovation du néolithique, le textile. Voilà, le textile qui se développe à la fin de la période, et on va retrouver souvent simplement les pesons, les fusailloles. Mais il faut imaginer que du coup, il y a un trafic qui va s'organiser autour de ça. Et il y a toute une filière qui va s'organiser avec la cueillette du lin notamment, et puis sa transformation, et après sans doute des textiles qui vont s'échanger sur plusieurs centaines de kilomètres. Là on a un filet au sud. Voilà. Et un monde funéraire, on ne peut pas ne pas vous parler des dolmens notamment et des allées couvertes qui sont caractéristiques de cette deuxième moitié du néolithique, avec avant une fonction qui est de recueillir les morts, hein,
et de recueillir surtout leur mémoire, en fait, finalement. C'est vraiment des monuments mémoriels. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Donc là, on n'est plus du tout sur les pratiques de quelques individus qui sont mis dans une fosse, qui sont éventuellement accompagnés, qu'on réouvre pour remettre par exemple la compagne, le compagnon, le fils. Là, on n'est plus du tout sur cette logique-là. Là, on est sur des monuments qui peuvent contenir 200, 400 individus. Hein, et qui vont être, des fois, c'est un peu perturbant pour nous, qui vont être entassés réellement dans ces monuments. Alors, un exemple pour essayer de comprendre comment ça marche et comment ça évolue dans le temps, l'exemple de la chaussée de Tirancourt qui a été fouillée par Claude Massé, qui a été un des pionniers de cette anthropologie funéraire et qui a été réexaminé il y a peu de temps. Donc vous voyez un premier monument, un premier état ici du monument, avec une circulation qui s'effectue tout autour des parois, et on dépose les morts au centre, ils sont bien individualisés. Et ici, on va avoir un dépôt en fait d'objets votifs qui sont liés à l'accompagnement des morts, mais qui va être collectif, c'est-à-dire qu'on va déposer des offrandes, des types des pots, des haches principalement. Donc des pots, c'est pas trop les pots qui nous intéressent, en fait, c'est surtout le contenu des pots. Mais nous ce qu'on retrouve, c'est les pots, désolé. Donc pour savoir qu'est-ce que contenaient les pots, c'est pas évident. On essaye de développer des analyses chimiques, des choses comme ça. Des fois, on arrive à voir qu'ils ont contenu de la bière, mais c'est pas évident de savoir qu'est-ce qu'ils contenaient. Et donc un espace dédié au dépôt votif. Et puis ici un deuxième état où en fait les corps sont déposés pêle-mêle, vous voyez vraiment à la fin du néolithique. Et puis après un dernier état, je vais très vite, où par contre les morts sont individualisés. Et donc on va avoir cette tendance générale entre le néolithique final et l'extrême fin du néolithique, c'est à l'individualisation. On va passer quelque chose de très collectif dans les pratiques funéraires à quelque chose de plus en plus individualisé, et on va avoir de plus en plus des objets personnels qui vont accompagner les morts. Des fois, ça va être un briquet, son briquet pour faire le feu, par exemple, son poignard. On va avoir des objets qui vont être de plus en plus personnalisés à mesure qu'on se rapproche de cette fin du néolithique vers 2005. Donc voilà, d'autres modèles. Là, pour vous dire que les modèles d'architecture funéraire circulent aussi. Ils sont spécifiques à des régions, c'est très régionalisé, mais des fois, on voit un modèle qui circule. Par exemple, les pierres plates, elles suivent un modèle hollandais, par exemple, les Hunebeden, par exemple. À Bilgrois, on a une allée sépulcrale typique de la région parisienne, alors que pourtant, ce n'est pas du tout le lieu. Ici, en Aquitaine, on a des allées couvertes qui sont typiques plutôt de la région armoricaine. On a des déplacements comme ça de modèles. Donc, il y a des contacts dans ces sociétés, et notamment circulation d'idées, peut-être même d'architectes. Bon, voilà, là, une figuration qui est dans les hypogées de la Marne. On a une déesse qui a des morts qui doit veiller sur les morts, certainement. Enfin, ça avait fait couler pas mal d'encre. Je passe vite. Et le mobilier qui va accompagner ces morts, voilà, toujours des haches. Mais on va avoir des nouveaux venus, ces fameux poignards, souvent entiers, soit totalement entiers, et leur destination n'est uniquement funéraire. C'est des objets qui sont fabriqués pour être déposés près des morts, soit au contraire, je vous le disais, des objets tout à fait personnels. Donc des objets qui circulent sur une longue distance. Le Grand Pressigny, à ce moment-là, bat son plein, son activité bat son plein, et il diffuse jusqu'à la mer du Nord. Donc voilà ce qu'on peut trouver, plusieurs planches de ce qu'on peut trouver dans les tombes et ce qu'on a pu trouver surtout dans le passé, parce que maintenant presque tous ces monuments ont été fouillés maintenant. Et on a souvent une documentation assez ancienne pour parler de ces monuments funéraires. Donc des haches, des poteries, des poignards, des pointes de flèches et des pendeloques. Voilà. Donc extrêmement rapidement, pour conclure, le campaniforme, un phénomène européen qui touche toute l'Europe, qui est très complexe à comprendre parce que c'est quelque chose qui se surimpose sur le néolithique final. C'est à la fois une idéologie nouvelle, c'est-à-dire l'idéologie qui met en valeur l'archer, notamment la position de l'homme archer, du guerrier archer, et puis quand même des productions matérielles qui vient s'additionner aux autres, notamment la production de ces céramiques, ces pots en forme de cloche. Et elle est intéressante pour nous quand même parce que c'est le développement de la première métallurgie du cuivre
chez nous. Alors, la première métallurgie, elle commence très tôt autour de la mer Noire. Puis elle va se diffuser progressivement en Europe, à partir notamment de l'Europe centrale, la culture de Pfine, par ici, et puis à partir pour nous de l'Italie du Nord, la culture de Rinaldone ou Remedello, et puis le sud de la péninsule ibérique. Et donc, on va avoir la première métallurgie vers 2009 avant Jésus-Christ, la métallurgie du cuivre à Cabrières, notamment, dans le sud. Et puis, une métallurgie où la transformation du cuivre se fait à partir d'un minerai qui est naturellement très, très riche déjà en cuivre, et où on a finalement simplement à le griller et avoir une métallurgie assez primitive, finalement, est suffisante pour obtenir ce métal, à partir duquel on va faire des haches plates, des petites pointes de palmella ici, et puis des petits poignards. Donc ça commence, vous voyez, à l'aube du 3e millénaire. Et ça a été précédé avant par des petits objets, des perles, des outils qui, eux, circulaient, qui ne faisaient pas l'objet d'une production sur place, mais qui étaient acquis sur des échanges à longue distance. Donc voilà, c'est souvent le cas d'une innovation. Elle rentre dans la sphère des objets de prestige et c'est dans un second temps qu'elle va rentrer dans la sphère du domestique ou de l'utilitaire. Donc l'habitat campaniforme, il est très peu documenté. Là, je vous mets les photos d'une fouille auquel j'ai participé avec Ivan Paillet. On était sur l'archipel de Molène, au large de Brest. Donc vous voyez le nez rouge de la France, c'était là. Et une architecture de pierre faite de galets, avec, vous voyez, quelque chose auquel nous, on n'était pas habitués dans ce coin-là, des maisons ovales. Voilà, bon, je passe vite. Voilà, des sépultures de nouveau individuelles. Je vous avais dit, on va vers l'individu, vers l'individualisation de la sépulture. Là, on est reparti sur de la sépulture individuelle, accompagné en général d'un vase, des fois d'un poignard ou simplement de simples éclats. Et ça, on est donc au début du campaniforme avec des vases en cloche qui ont la particularité d'être entièrement décorés sur toute leur surface externe. Donc là, on est dans une phase ancienne où on retrouve des poignards de silex encore. Et dans la deuxième phase, qu'on va appeler l'épicampaniforme, où on va avoir une imprégnation de ces modèles qui sont internationaux. Et ben dans la deuxième phase, on va avoir des modèles qui vont être beaucoup plus régionaux, beaucoup plus divers, et on n'aura plus du tout de poignards en silex, mais on aura des poignards en cuivre à la place. Comme celui-ci, par exemple. Voilà. Juste pour vous dire qu'il n'y a pas que le cuivre, il y a aussi l'or. L'or, la métallurgie de l'or se développe à ce moment-là, et voilà, et c'est ce qui va caractériser après l'âge du bronze. Donc ici, quelques représentations humaines et symboliques qu'on peut trouver à l'extrême fin de la période. Ces fameuses statues menhirs qui se développent tout autour en fait, du pourtour méditerranéen. Avec ici la fameuse stèle de la nécropole de Sion, qui a connu plusieurs états. Elle a été repiquetée en fait, pour transformer un petit peu les caractères du personnage. Et notamment sa tête. Je crois que l'arc, il a dû être rajouté dans un second temps. Et ici, voilà un petit peu une codification en fait de ces stèles. Voilà. Donc, eh bien, voilà, je crois que ça touche à sa fin. Voilà. Et puis, bien sûr, les fameuses représentations du Val Camonica ou du Mont Bégaud, où on a déjà des représentations de ces poignards en cuivre. On a toujours notre déesse écusson, vous voyez, mais là qui est représentée d'une façon un petit peu différente. Le signe solaire qui va se développer énormément à l'âge du bronze. Des hallebardes, en fait, qui sont la même chose que les poignards, sauf qu'elles sont emmanchées au bout de bâtons en bois. Et puis, voilà, la généralisation de l'arère et puis du chariot. Voilà, et donc là, après, c'est une autre histoire, l'âge du bronze, voilà. Et on va terminer là-dessus. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai été un peu long, je suis désolé. Attendez, avant de poser votre question, je vais vous passer le micro parce que comme ça on m'entendra mieux.
Oui, simplement. À Carnac aussi, d'accord. Donc c'est bon. Non, c'était simplement pour cela. Oui. On appelle les tumulus carnacéens, et qui sont tout à fait spécifiques à cette région, et on ne va pas en trouver ailleurs. Voilà. Oui, je voulais juste savoir s'il y avait une cartographie des cheminements qui a pu être réalisée au cours des différents âges pour pouvoir voir un petit peu donc, la distribution, urbaine ou préurbaine dans ces époques-là. Ouais. Alors, on sait qu'on a des villages pérennes, des villages, pas des cités. En fait, on n'est pas face à un phénomène urbain encore. On a pu documenter des morceaux de voirie, des passages obligés, on va dire. Voilà. On a repéré aussi, donc en région centre, par exemple, un chemin qui est bordé de foyers. Donc là, quelque chose qui est plus lié, à mon avis, à quelque chose de cultuel, enfin quelque chose qui nous échappe, mais qui n'est pas un chemin quotidien, à mon sens. C'est pas du tout lié au commerce, en fait. Parce que on est face à un développement du commerce. On a sans doute les premières monnaies qui commencent à apparaître, en fait, d'objets qui servent d'étalons, dont il y a un usage commun sur la valeur. Par exemple, les poignards en silex ont certainement à peu près la même valeur à peu près partout. C'est ce qui permet leur échange sur une si longue distance. Les haches aussi, sans doute. Mais par contre, on n'a pas de route stabilisée. Voilà. Mais c'est évident que face à un tel développement des échanges, c'est ce que j'ai essayé de montrer, on a des populations qui ne sont pas du tout isolées dans la nature. Hein. Elles échangent sur des rayons très importants et il y a forcément des voies usuelles qui relient les villages entre eux, c'est sûr. Par contre, pour les documenter en fouille, c'est hyper compliqué, quoi. Ouais. Comment faire à part quand on a la chance d'avoir un chemin en bois qui est conservé en milieu humide, où là on sait qu'il a été construit spécifiquement pour ça, sinon on n'a pas d'idée. Voilà. Merci. Les plus grands, pour poursuivre, en Hollande, c'est en Hollande qu'on connaît les plus longs cheminements, sur plusieurs kilomètres. Hein, ils ont fabriqué ces chemins de planches. C'est présente un investissement important, c'est donc qu'il y a quand même une nécessité de passer pour échanger quelque chose. Oui. Oui. Ah oui, j'en ai pas parlé du tout, ça. C'était complètement différent, ils avaient une tête carrée. Non, ils sont vraiment comme nous. Il n'y a aucune différence. Alors, au début du siècle, il y a eu le développement d'une archéologie, d'une anthropologie vraiment liée notamment à des mesures du crâne et tout ça, pour essayer de comprendre d'où il venait et tout ça. Tout ça, ça a été totalement gelé avec la Seconde Guerre mondiale, toutes les théories sur la supériorité aryenne et tout ça. Donc c'est quelque chose qui est totalement tabou, je pense qu'il va redémarrer quand même, parce qu'on essaye quand même de comprendre la mobilité de ces gens-là. Non, c'est des gens tout à fait comme nous. Après, ils ont leurs différences. Après, chaque groupe, c'est un peu comme les céréales, c'est-à-dire que si chaque groupe reste dans son coin, si vous voulez, n'échange pas avec les autres, il va finir par avoir des caractères particuliers. Mais nous, par exemple, aujourd'hui, comme nos sociétés sont tellement réouvertes depuis le 19e siècle, le peu de petits caractères qu'on pouvait avoir discriminants d'une société à l'autre, maintenant, ils se sont totalement effacés. Et on est incapable de prendre un squelette de quelqu'un de français et de dire « Ah bah oui, il est français ». Non, c'est impossible, ça. Voilà. Ouais. Ah, la langue, ah oui. C'est une bonne question. Hein. On appelle souvent toutes nos langues indo-européennes et très souvent, on les fait démarrer au néolithique. Et puis, on utilisait l'exemple basque pour dire, vous voyez, voilà. Je pense que, en fait, quand on discute avec des linguistes, ils nous disent que malheureusement, ils ne peuvent pas remonter si loin. Ce n'est pas possible. Les toponymes les plus anciens qu'ils arrivent à peu près à prouver et tout ça sont ceux de la fin de l'âge du fer. Donc c'est un peu compliqué. En fait, on aimerait franchir ce pas-là, mais on ne peut pas. On ne peut pas rattacher la néolithisation ça. De toute façon, vous avez vu que des contacts entre l'Inde, par exemple, et l'Europe, il y en a eu de tout temps, à toute période. On n'a jamais fonctionné en circuit fermé.
Donc pourquoi dire que c'est spécifiquement au néolithique qu'on connaîtrait un développement C'est vrai que le phénomène de la colonisation pourrait... c'est tentant de le rapprocher de ça, mais en fait on n'a pas d'argument. Voilà, on n'a pas d'argument solide. Il n'y a rien de plus volatile que la langue. Oui. Ouais. Ouais, on a l'impression que c'est un peu le néolithique. C'est un peu le capitalisme de l'époque, quoi. Quand ça arrive, ça détruit tout sur son passage. Il me semble qu'au contact de sociétés néolithiques, c'est dur de garder son mode de subsistance traditionnel. Mais par contre, ça, je ne vous en ai pas parlé, mais j'aurais pu prendre des exemples dans le sud de la France, notamment la fameuse culture chasséenne dont vous avez dû entendre parler, qui est une des très grandes cultures du néolithique français, et pour lequel on a un mode de vie tout à fait nomade. C'est-à-dire qu'on a des gens en fait, qui vont pratiquer du pastoralisme, notamment avec les moutons, de façon totalement extensive, itinérante. Donc là, quelque part, on a un mode de vie qui n'est pas très éloigné finalement du mésolithique, sauf qu'effectivement, on contrôle un peu plus quand même la faune. Voilà. Mais il ne me semble pas... On a souvent voulu... par exemple, présenter les mésolithiques bretons comme les derniers envahisseurs, les résistants face à l'envahisseur néolithique. Il y a des gens comme Grégor Marchand qui ont travaillé sur cette question-là, ont montré que ça ne tenait pas en fait. Que dès que les sociétés néolithiques arrivaient, il n'y avait pas de perduration du mésolithique au-delà. Ouais. C'est la table rase. Bon, ça ne veut pas dire que les populations mésolithiques ont été exterminées. Hein. Sans doute qu'elles se sont assimilées, se sont mixées. Mais là, moi, je n'ai pas d'argument là-dessus. Je pense que c'est ce que je vous disais à un moment donné. Je pense que la discussion sur le génome, le patrimoine génétique de ces populations, peut-être qu'on pourra le faire. Malheureusement, il faut savoir que pour le mésolithique, je crois qu'on connaît sur toute l'Europe 40 squelettes en tout. C'est très difficile. Et là où on a un problème, c'est que maintenant, on arrive à reconstituer l'ADN, la séquence ADN. Mais en fait, on substitue les trous par des zones neutres, en fait, d'ADN un peu neutre qu'on connaît. Donc ça, à mon avis, ça a ses limites aussi au niveau de l'argumentation, quoi, pour l'instant. Dans le même ordre d'idée, j'avais entendu dire que le résus sanguin dépendait un peu de cela. Le haut serait entre le plus et le moins, notamment. Parce que justement, c'est vrai que ça va rebondir sur la langue. Au Pays Basque, ils n'ont pas le même... résus sanguin dominant que nous. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils sont négatifs, alors que nous, on est plutôt positifs. Et pareil, en Scandinavie, ils sont plutôt négatifs, alors que nous, on est plutôt positifs. Et ça a été la première mise en évidence dans les années 60 par un chercheur italien, comment il s'appelle ? Je vais dire une bêtise, donc je ne vais pas prononcer son nom. Dans les années 60, ils ont commencé justement à mettre en évidence le processus de néolithisation grâce à cette question du résus sanguin. Et le deuxième élément qui a permis d'avancer dans cette direction, ça a été la naissance et le développement de la technologie du carbone 14, de la datation carbone 14. Il faut imaginer qu'avant les années 60, ça n'existait pas le carbone 14. On ne pouvait pas dater les vestiges qui contenaient du carbone. Donc le bois, les coquilles, les os... la céramique. Et donc ça a complètement changé la donne. Et dans les années 60, ils se sont rendus compte qu'effectivement, quand on datait du mobilier néolithique, on avait les dates les plus anciennes, on les avait toujours à l'est, et les plus récentes, c'était toujours à l'ouest. Et comme ça, ils ont pu proposer un premier modèle de colonisation. Et en fait, ce qui s'est confirmé par la suite. Finalement, les données étaient assez fragiles du début, mais ça a été confirmé par la suite. Même si on a vu que c'était plus compliqué dans le détail.